Faire faillite, c'est la hantise des entrepreneurs. Pour les fans d'Harry Potter, c'est un peu comme Voldemort, le nom qu'on ne peut absolument pas prononcer. Et pourtant, sur certains continents, aux États-Unis, faire faillite, c'est le Saint Graal. C'est le seul moyen d'être crédible dans le monde du business. Et chez nous, en Belgique, en Europe, faire faillite, c'est la honte. On va vérifier ça avec tous nos experts ici autour de la table. On va vous donner des conseils. On va même vous dire qu'il y a une possibilité d'effacer toutes vos dettes d'un claquement de doigts. Vous ne me croyez pas ? Installez-vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Indés. On essaie de construire quelque chose, on essaie de protéger quand même ce qu'on a, son patrimoine et autres. Et puis tout d'un coup, on risque de tout perdre sur parfois quelques mois. Le gros problème de la plupart des entrepreneurs, c'est la boîte aux lettres. Malheureusement, il y a toujours ce stigma, c'est trop péjoratif d'être en faillite. C'est pas des gens qui gèrent mal, c'est juste qu'à un moment donné, tu te retrouves face à une situation qui fait que tu es en cessation de paiement. C'est pas du tout un problème de compétence, mais très souvent, ce que je vois, c'est de la négligence en fait, de la négligence administrative. Première chose à faire, c'est de faire un plan financier bien pensé, bien réfléchi. On voit parfois des gens qui font faillite, mais c'est presque un sport en fait. La faillite, c'est un vrai sujet. Vraiment, je ne pensais pas qu'on allait l'aborder si tôt dans la saison. Ben voilà, je crois qu'on est au 10e épisode et on parle de la faillite. C'est vrai que c'est un sujet qui est tabou. On n'ose pas trop en parler. Il y a beaucoup de légendes autour de tout ça. Beaucoup de gens, d'entrepreneurs ont peur. On va essayer pendant 20 minutes de débunker ça avec cette équipe d'experts. Osni fait son retour. Bonjour Osni. Bonjour Davy. T'as vécu la faillite toi ou pas ? Des franchisés à moi l'ont vécu et j'avais un café à l'époque avant Fritico où c'est parti en faillite. Ouais. Bah toi, tu le dis sans problème. Pas de souci, c'est avec les échecs qu'on apprend. Hein. Ça va être le mindset de cette émission. Il y a Mariam, notre avocate, qui est de retour. Cindy, notre experte en fiscalité. Quel est le terme encore que je donnais exact ? Je peux pas dire comptable, tu m'as dit. Bon, je dis maintenant, mais au moins on le saura pour le prochain. Non, je suis juriste spécialisé en fiscalité. Voilà, juriste spécialisé en fiscalité. Et notre banquier, alors ça, le banquier sur l'épisode de la faillite. Ça va être bien. Je peux te dire que tu vas en avoir des commentaires en dessous de cette vidéo. Dès maintenant, partagez vos réactions, vos témoignages. Vous l'avez vécu, vous en avez peur, vous le vivez actuellement, vous avez des questions. On va parler de la PRJ, de la possibilité aussi d'effacer les dettes. On va parler d'énormément de choses. L'épisode va être très, très dense. Donc d'avance, on s'excuse si on part dans tous les sens, mais c'est pour vous informer. Le tour d'Internet, dans un instant, on va s'intéresser un peu aux dernières actualités qui ont fait réagir sur les réseaux, des articles, des images, des vidéos. Mais d'abord, l'image du jour pour poser le contexte. Cindy, je me tourne vers toi. Quand je te dis faillite, quelle est la première image qui te vient en tête ? Alors, mon image du jour pour la faillite, c'est vraiment cette lumière que tu as au bout du tunnel, avec quelqu'un qui marche et qui a un sac à dos. Et attention dans le sac à dos, parce qu'il ne faut pas d'engin explosif. Voilà. C'est vrai qu'on peut exploser en plein parcours, mais que si on fait bien les choses, potentiellement, on peut retrouver la lumière, une belle lumière, et se relancer et relancer l'activité. On va creuser tout ça dans un instant. Cédric, notre banquier, quelle est ton image du jour ? Que pense le banquier d'une faillite ? Écoute, moi, quand je pense faillite, je pense plutôt à un tatouage. Okay. Parce que malgré tout, il reste quand même quelque chose de gravé. Il reste des écrits, il reste quelque chose sur l'entrepreneur. Et puis surtout pour l'entrepreneur, c'est un échec. Ça reste un échec. Alors, on peut évidemment se relever de son échec, mais il reste quand même quelque chose qui est marqué. C'est quelque chose qui n'a pas été. Et donc voilà, il y a un tatouage, c'est quelque chose qu'on n'efface pas malheureusement. C'est clair. Et c'est vrai que dans les réseaux, dans les médias, on a tendance toujours un peu à se comparer. Il y a beaucoup d'articles là-dessus où on va même jusqu'à parfois sacraliser l'échec. On dit souvent aux États-Unis, au SNI, l'échec, c'est genre une forme d'expérience. On va donner de la valeur à ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à sacraliser ça, mais on a beau sacraliser, on a beau faire plein d'articles, malgré tout, comme tu le dis, ça reste et ça peut être vécu malgré tout profondément comme un vrai échec. On va creuser tout ça dans un instant. Osni, on terminera par toi. Mariam, Osni, ton image du jour. Moi, l'image du jour, c'est la fin d'une histoire et le début d'une histoire. Donc pourquoi ? Parce qu'au final, à la fin de cette faillite, tu auras appris des choses qu'aucune école, aucune université ne t'aura appris. Donc pour moi, une faillite, c'est difficile, c'est pas une chose facile à digérer. Mais il faut le prendre avec du positif. Et comme tu disais, aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, ils ont cette culture du fait que... En tout cas, moi, je le prends aussi. Moi, quelqu'un qui a fait faillite dans une société et qui vient bosser chez moi, je l'embaucherai lui qu'un diplômé qui vient de sortir de l'école. Ça, c'est clair. Ouais. C'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent, mais on voit aussi quand même beaucoup de gens qui tombent dans la dépression. Il y a beaucoup de suicides aussi d'entrepreneurs. C'est vraiment pas simple émotionnellement. On va aborder tout ça. N'hésitez pas vraiment à commenter, à partager aussi, à témoigner. C'est hyper important. Cet épisode, il a pour but aussi on l'aborde tellement rarement dans les médias, ce sujet. Donc j'aimerais vraiment, je serais fier à la fin de cet épisode et dans quelques semaines de voir qu'il y a encore plein de choses qui se font en commentaire de cette vidéo. Et allez vous abonner, c'est important. Mariam, ton image du jour ? Alors moi, quand je pense à une faillite, je pense à une poupée en porcelaine. Alors attention, je ne suis pas du tout dérangée, loin de là. Mais ma première faillite,
c'était un restaurant. Donc, je vais voir le client, je vais au sein du restaurant et je vois qu'il a un mur rempli de poupées de porcelaine. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, il s'est peut-être dit que ça allait attirer de la clientèle. Peut-être que c'est pour ça qu'il a fait faillite, du coup. Mais voilà, la poupée en porcelaine. Et moi, je suis ravie de l'avoir encore aujourd'hui. Parce que ça tombe, c'était un psychopathe, donc c'est très bien qu'ils soient encore autour de la table. Une poupée en porcelaine, fais-toi plaisir, mon Gaston, aka Minimaliste, qui réalise toutes ces vidéos depuis maintenant 3 ans. Vous cherchez un vidéaste, il y a ses coordonnées en commentaire de la vidéo. Bon, l'image du jour, le contexte, il est posé, le tour d'internet, et puis dans un instant, on va ouvrir le dos du jour. Pour ceux qui veulent directement aller au chapitre du dos du jour, ben vous allez voir, hein, vous tapez sur vous cliquez sur descriptif, il y a tous les chapitres en dessous, le dos du jour, et on l'attaque. Mais là d'abord, on se chauffe avec quelques petites actualités assez sympathiques. Et je vais commencer par, j'en ai 2-3. Je vais commencer par quoi? Ben voilà, une vidéo. Vous connaissez cet entrepreneur Jonathan Angelov? Non, ça vous dit rien? Non. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup parler de lui récemment parce qu'il était chroniqueur, c'était le nouveau visage dans Qui veut être mon associé. Oui. Et il a participé à un podcast qui s'appelle The Elevate House. Merci de respecter mon anglais. On regarde la vidéo, on réagit juste après. Je serais pour que la taxation durant ton vivant soit très faible. En revanche, à la fin de la vie, nettoyage. 90% part. On ressort le Karcher. Tu vois, et ça, je trouverais que ça serait bien pour l'ascenseur social. C'est de dire t'as travaillé toute ta vie. Et en plus, bonne nouvelle, t'as gagné de l'argent toute ta vie parce que t'as pratiquement pas payé d'impôts. Donc en plus, tes enfants, ta femme, ton entourage, toutes les personnes qui étaient avec toi profitaient de cet argent. C'est cool. Le jour où tu pars, il faut accepter qu'il y ait une belle partie qui part. Il faudra faire en sorte de ficeler tout ça pour pas que, en plus, quand tu meurs, les gens fassent de l'évasion fiscale. Mais tu vois. Alors là, c'est une idée qui nous propose, une idée créative, et je voulais avoir votre avis. On sait qu'il y a beaucoup de politiciens qui nous regardent, et ça peut être intéressant aussi de temps en temps de leur suggérer quelques idées. Donc, si j'ai bien compris la logique de Jonathan, c'est de dire, on va baisser les taxes au maximum durant la vie de l'entrepreneur. Comme ça, cet argent, il en a un maximum pour investir, pour créer, pour profiter de la vie aussi. Et puis, en fin de vie, là, on taxe un maximum. Je me tourne vers monsieur le banquier. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour vous ou pas? C'est pas si simple que ça parce que alors quand tu as des enfants, en tout cas, tu as quand même envie de laisser quelque chose et t'as pas envie de construire quelque chose qui va être coupé en 2 ou en 3 par l'État. Et t'as envie quand même de laisser quelque chose à tes enfants. Donc, mais par contre, détaxer pour soutenir l'investissement, pour aider des gens à grandir, ça je peux comprendre. Si c'est détaxé pour tout cramer pendant ta vie et puis ne rien laisser aux enfants, le concept ne me plaît pas trop. Ouais, après, je pense qu'il faut peut-être pas, on peut peut-être nuancer et pas aller d'un extrême à l'autre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les cotisations sociales, quand on voit toutes les taxes qui existent, se dire, OK, on va essayer de calmer ça, diminuer le taux d'imposition, le mettre à, je sais pas, moi, peut-être 10% un jour, on espère, au SNIC. Croise les doigts. J'aime bien l'idée, moi, Cindy. Écoute, l'idée en soi, elle est belle, mais d'accord si, en fait, on n'était pas non plus énormément taxé lorsqu'il y a un décès. Or, c'est pas le cas. Les droits de succession sont quand même importants en Belgique. Et donc, je suis pas d'accord sur l'idée. En tout cas, c'est pas réalisable en pratique chez nous, parce que ça voudrait dire que nous, on n'a pratiquement pas de taxation, ce qui n'est pas le cas. Donc, en soi, pas trop réalisable. Et puis, si c'est le cas, tu disais, je pense peut-être qu'il y aurait moyen d'éviter l'évasion fiscale, mais je pense que, en définitive, moi, je prends mes affaires, mes gosses et tout dans la valise, tout le bazar, mon mari et aux Bahamas, un truc encore mieux, mais voilà, tu vois. C'est ce qu'il dit dans la vidéo. Alors, il faut prendre des mesures alors en complément liées à l'évasion fiscale. Mais bon, je pense que l'État n'est pas non plus débile. Ils savent très bien aussi qu'on trouve toujours 2-3 choses à faire pour éviter ça. Mais en tout cas, l'idée, je la trouvais sympa sur papier. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire, Rosny ou Mariam, par rapport à ça, ou on laisse le débat entre les mains de ceux qui nous regardent. Personnellement, je trouve que c'est peut-être une vision un peu égoïste. Donc moi, dans le sens où OK, je suis pas beaucoup taxée, mais je vais tout laisser à mes héritiers. Je trouve ça un peu... Enfin, je ne sais pas comment ça pourrait être mis en place, pourquoi pas, mais je trouve, premier abord, ce serait un peu égoïste. Moi, j'aime bien sur papier la logique de dire, OK, il faut soutenir, et comme tu l'as dit, Cédric, mais j'ai envie de vous poser la question à vous qui nous regardez, vous en pensez quoi? Et n'hésitez pas aussi à partager d'autres idées créatives qu'on pourrait même challenger ici avec nos chroniqueurs autour de la table. Quelles sont vos idées? Demain, vous êtes Premier ministre. Quelles mesures vous prendriez directement? Et voilà, les élections sont dans combien de temps? On a un peu le temps, là, je pense, dans 2-3 ans. En 2020. Voilà, on fera un livre blanc qu'on amènera avec tous les chroniqueurs chez Hans Bart, et on lui dira, écoute, mets ça en place pour nous aider. Ou chez Maxime Prévost, puisqu'on le rappelle, au SNI, on va pas le cacher, on le dit souvent à côté de ta casquette d'entrepreneur, tu es aussi engagé politiquement, mais tu es ici parce que tu es entrepreneur avant tout. Avec la casquette d'entrepreneur. Voilà. Mais je veux juste revenir sur un point, sur ce que tu as dit, Davy. Dis-moi. C'est que moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit ce monsieur. Ouais.
Moi, j'ai toujours l'image du gars qui a galéré toute sa vie en tant qu'entrepreneur, qui n'a pas su profiter parce qu'imposition taxée, qui arrive à 55, 60 ans et qui s'achète son dernier coupé, tu vois, où il n'arrive même pas à rentrer dans la voiture tellement qu'il a mal au dos, tu vois. Donc, pour moi, ce qu'il dit ce monsieur, je trouve qu'il a une certaine logique. C'est quand tu es jeune que tu as envie de profiter, que tu voyages, que tu as envie de claquer un max de pognon et de t'amuser et de faire plaisir aux gens qui sont autour de toi. Donc, arrive à la fin de ta vie, si normalement, après, pour les héritiers, si tu as fait du bon taf, avec l'argent que tu avais, tu as bien éduqué tes enfants, tu leur as donné des bons principes et des bonnes valeurs, tu n'as pas besoin nécessairement de leur laisser quelque chose. Eh ben, le débat continue en Ça, commentaire mais il est très éclairé. Le débat continue en commentaire de cette vidéo. Deuxième actu, rapidement. Je vais me tourner vers toi, Cindy, et vers toi, Cédric. Ça fait plaisir quand on voit des startups belges qui innovent. Et là, c'est la grande annonce de cette semaine. On est le 13 mars 2026 et on a une startup, Payflip, qui a décidé de révolutionner le marché des chèques repas. Cédric, c'est ouf. Génial, l'idée est incroyable. Dématérialiser le principe du chèque repas et utiliser d'autres réseaux pour les écouler, moi je trouve ça formidable. C'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de commerces qui n'acceptent pas les chèques repas parce que visiblement, il faut nouer des contrats et c'est très compliqué. Et donc eux, ils ont décidé de surfer sur le réseau Mastercard. Et donc, ça veut dire qu'en gros, tous les terminaux vont pouvoir les accepter globalement. Et c'est vrai que il paraît que ça fait depuis 15 ans que ce marché n'avait pas accueilli un nouvel acteur. Ils sont 4 maintenant. Les 3 autres, si tu les as en tête, il y a Moniz. Oui, il y a Edenred, il y a Sodexo. Voilà. Et maintenant, donc, il y a Payflip. On mettra le lien en dessous de cette vidéo. Et c'est l'occasion de vous partager cette info, mais aussi de rappeler que les chèques repas, il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui ne font pas appel aux chèques repas. Et même en tant que dirigeant aussi, pas uniquement pour les employés. Et une grosse annonce, c'est que depuis ici 2026, on peut augmenter les chèques repas. Donc avant, maximum, c'était 8 €. Ils sont passés à 10 €, dont 2 € déductibles. Donc franchement, allez-y, c'est toujours intéressant. Ouais. Même pour le dirigeant, c'est vraiment une rémunération alternative qu'on peut prendre. Clairement, là, pour citer une des fondatrices, plusieurs millions de travailleurs utilisent des chèques repas chaque jour en Belgique. Pourtant, l'infrastructure qui les sous-tend reste largement basée sur des modèles développés il y a plus de 20 ans. Il faut savoir aussi qu'au-delà du réseau qu'ils vont utiliser, il y a aussi un modèle économique qui est différent. On n'a pas de part dans cette start-up, on ne les connaît pas vraiment. Donc, on ne vous dit pas qu'ils sont mieux que les 3 autres entreprises, mais on voulait en tout cas les mettre à l'honneur parce que c'est une entreprise qui innove. Allez voir ce qu'ils font et en tant que chef d'entreprise, c'est hyper important de faire appel, puisqu'on le rappelle, pour avoir des chèques repas, il faut contacter ces entreprises-là et faire un contrat avec eux. Ce qui est étonnant, c'est comme tu dis, ça innove, mais sur un domaine qui est vieillot. En fait, comme on dit, c'est souvent dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Une disrupter le marché, je trouve, c'est génial. Et pas n'importe quel marché, un marché de plus de 4 milliards. Donc nos amis de chez Payflip, ils ont le nez fin. Bon, allez, j'avais encore une actu, mais je vois le timing et je sais que c'est un sujet qui va nous prendre beaucoup de temps, qui va être très très dense. Donc la dernière actu, on en parlera lors d'un prochain épisode. Et je propose qu'on ouvre le dos du jour. Mais à chaque fois, d'abord, on doit remercier nos partenaires. Ah ouais, c'est vrai. Je fais le coup à chaque fois. Oh là là, CBC, merci Cédric. Amaris, nos sponsors, ils s'affichent, ils sont en commentaire. Vraiment, contactez-les, dites que vous venez de la part du rendez-vous des indés. Vous aurez un petit avantage supplémentaire. Il y a Probos aussi pour les packages salariaux, justement. Il y a Hub Brussels, c'est la référence pour l'emploi, recruter, etc. Je pense avoir cité tout le monde. CBC, Amaris, Probos, Hub et référence. Merci, sans eux, on ne pourrait pas vous proposer tout ce contenu gratuitement. Bon, le dos du jour, on l'ouvre. Il y a tellement de choses à dire sur la faillite, mais je veux d'abord qu'on se pose un peu, qu'on soit un peu dans l'empathie par rapport à tous ceux qui vivent ce moment. C'est vrai que ça fait peur. Pourquoi ça fait si peur, la faillite en Europe et en Belgique particulièrement? Qui veut réagir? Cindy. Tu as le risque de tout perdre, en fait. Ouais. On ne se rend pas compte, c'est l'état de détresse et parfois la misère qu'il y a derrière une faillite. On essaie de construire quelque chose, on essaie de protéger quand même ce qu'on a, son patrimoine et autres, et puis tout d'un coup, on risque de tout perdre sur parfois quelques mois. On a vu des événements d'actualité tels que le Covid qui ont plongé vraiment des personnes dans la difficulté, la guerre en Ukraine. On constate qu'au niveau des chiffres, de plus en plus, 2025 et 2026, malheureusement, suit la même pente. On a des chiffres de faillite plus ou moins identiques à ceux de 2008, quand on a eu les crises. Donc, ça veut dire que, en gros, ça ne va pas si bien que ça. Et j'ai vu aussi qu'il y a eu pas mal de créations aussi. Alors, ça veut rien dire. On n'aime pas quand il y a des faillites. Et quand il y en a autant, on est bien d'accord. Mais il y a aussi beaucoup de créations. Donc, il y a une dynamique. On est aussi dans un moment aussi où il y a tellement de
de secteurs qui sont disruptés avec l'arrivée de l'IA, etc. De quelles entreprises qui meurent aussi simplement parce qu'ils n'ont pas pris le train de l'évolution, d'autres qui se créent. Donc il faut aussi un peu relativiser, je pense. Mais c'est peut-être l'occasion de me tourner vers toi, Mariam, et vers toi, Cédric. Est-ce que c'est votre réalité du quotidien aujourd'hui? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment un truc qui se passe, beaucoup de faillites? Et comment sont les entrepreneurs? Bon, la question paraît un peu bateau. Ils vont pas faire la fête à Ibiza, mais est-ce que vous sentez que c'est mieux vécu qu'avant la faillite, ou c'est vraiment toujours très difficile? La faillite, aujourd'hui, elle est toujours très mal vécue. Malheureusement, il y a toujours ce stigma. C'est trop péjoratif d'être en faillite. Il ne faut pas oublier que quand on est en faillite, on est souvent fiché. Quand on tape le nom de l'entreprise à la BCE, il est mis grandement en rouge, ouverture de faillite. C'est clair que ça fait peur. Donc non, il y a toujours tout cet aspect négatif autour de la faillite, malheureusement, qui, selon moi, doit évoluer. On va parler dans un instant dans cet épisode des choses qu'on peut faire avant, qu'on peut faire aussi pendant, quand on est vraiment en difficulté. Il existe des solutions qu'on ne connaît pas. On parle même aussi d'un plan Fresh Restart qui permet d'effacer des dettes aussi et de redémarrer à zéro. On va aborder ça dans un instant. Cédric, toi, par rapport à ton vécu sur le terrain ou qui te revient? Ce qu'on voit pas mal, c'est... ce qui est le plus dommage à voir, c'est les faillites qui sont structurelles. C'est-à-dire, tu as des choses qui changent dans ton environnement, ton entreprise va bien, et puis d'un coup, je sais pas, la construction aujourd'hui va mal, parce qu'on a en Wallonie changé les droits d'enregistrement, ceux qui travaillent dans le neuf sont en difficulté, et on voit des faillites, c'est des gens qui ont toujours très bien travaillé, très bien fonctionné, et ça, c'est des cas malheureux. On voit un peu de tension pour l'instant sur les prix de l'énergie. On a vu au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des boulangers qui dépendent beaucoup de l'énergie, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont magnifiquement travaillé, et puis qui se retrouvent en difficulté. Tu citais un de tes franchisés qui a eu ça aussi, vous dépendez pas mal de l'énergie, et ça c'est vraiment des cas malheureux. C'est, à un moment donné, la conjoncture fait que certaines personnes qui dépendent c'est pas des gens qui gèrent mal, c'est juste qu'à un moment donné, tu te retrouves face à une situation qui fait que tu es en cessation de paiement, et ça c'est triste. Et on voit des secteurs qui souffrent pour l'instant, vraiment. Ici, autour de la table, on a envie de soutenir les entrepreneurs. Osni, c'est avec toi, tu développes pas mal de choses pour soutenir. Ouais. Tu vas dans les entreprises, tu fais des petites vidéos sur tes réseaux, tu t'occupes à créer un espace, mais soyons un peu honnêtes ici. Quand quelqu'un vous dit j'ai fait faillite, est-ce que c'est pas humain finalement? On préfère suivre la réussite, on est attiré par le succès, la réussite. Humainement, quelqu'un qui a fait faillite, premier comportement, c'est pas putain, ce gars-là, je vais faire un business avec lui, quoi. On est quand même dans un... le commun des mortels pense comme ça, mais un entrepreneur, pas du tout. Parce que quand tu sais qu'une faillite, on peut te citer en faillite pour une facture de 200 €, 300 €. Tu vois, t'as pas vu un courrier passer dans ta boîte aux lettres, ils t'ont envoyé un huissier, un deuxième huissier, un troisième huissier, et puis on te cite à comparaître devant le tribunal du commerce pour faillite, pour un montant. Donc, il y a à boire et à manger dans tout ça. Donc moi, quelqu'un qui me dit qu'il a fait faillite, pourquoi t'as fait faillite déjà? Est-ce que c'est... pendant le Covid, comme on dit, crise énergétique, on est passé de 30 € le mégawattheure à 300 € le mégawattheure. C'est pas une mauvaise gestion, que c'est un mauvais entrepreneur. C'est les circonstances de la vie qui ont fait que. Mais c'est vrai qu'on prend généralement, en tant qu'entrepreneur, nous qui vivons ça au quotidien, effectivement, on va peut-être avoir ce réflexe-là de pas juger puis de poser des questions. Mais il faut quand même on peut quand même le dire aussi. Il y a dans des événements de networking, toi ça va, écoute, je viens quand même d'une période un peu compliquée, je viens de faire faillite. Tu vas un peu discuter avec lui puis tu vas changer de table. Non, pas nécessairement. Moi, en tout cas, c'est pas mon mindset du tout, au contraire. C'est pas le mien non plus, mais c'est parce que j'ai pu le vivre, je l'ai vécu. C'est pour ça que je le partage avec beaucoup de transparence aussi, Cindy. Non, tu sais, celui qui... Pardon, excuse-moi. Non, Cédric, vas-y. Celui qui vit mal sa faillite, qui se sent... qui est impliqué là-dedans, ça veut dire qu'il s'est battu, ça veut dire qu'il a essayé des choses. Exact. Moi, celui-là, honnêtement, je préfère passer du temps et discuter avec lui que celui qui a fait faillite, qui t'en parle même pas, qui s'en fout et qui t'as beaucoup à apprendre, recommence autre chose, c'est tout, quoi. Cédric, je voulais finir par toi, mais évidemment cette question allait m'amener vers les banquiers, vers la banque. Les banquiers, la perception qu'ils ont des entrepreneurs qui font faillite, Cédric. Ouais, c'est dur, mais si, évidemment. Mais non, mais c'est clair que tu ne l'abordes pas de la même manière. Mais non, ce qu'il faut faire, c'est comprendre. Ouais. C'est savoir pourquoi il y a une faillite. Et tu sais, on voit plein de cas passer aussi de gens qui te disent « Ouais, ok, j'apparais comme administrateur dans cette société-là qui a fait faillite, mais c'est parce que j'avais revendu mes parts, on a oublié d'acter ma démission comme administrateur, en fait, j'étais plus actif. » Exact. Voilà, et puis ça s'explique. Et puis, il faut comprendre. Hein, donc, Cindy? Oui, mais derrière, il faut vraiment voir un peu la personnalité de la personne. Pourquoi c'est arrivé en définitive? C'est dingue, mais on voit parfois des gens qui font faillite, mais c'est presque un sport, en fait. Ils créent quelque chose, ils font faillite, ils recommencent à côté. En fait, la faillite n'a pas d'impact chez eux psychologique. Et puis, tu as des gens où
la faillite, c'est catastrophique, ils s'en le relèveront jamais. Les quiches. Bah non, pas les quiches, parce que là, c'est comme si... En fait, tu ne fais pas faillite parce que quand tu es une quiche, il y a plein d'éléments. Certains sont clairement mais mauvais. on est d'accord. Certains sont Mais clairement mauvais. il y a aussi des personnes qui, justement, grâce à la faillite, vont pouvoir un petit peu retravailler leur business model, se faire une introspection pour regarder qu'est-ce que j'ai mal fait. Parce qu'en définitive, parfois, on se lance dans une entreprise, mais on n'a pas tous les bons mouvements, les bonnes gestions. Enfin, on ne sait pas trop comment se positionner. Et puis, grâce à la faillite, quelque part, on se dit, la prochaine fois, je recommence ça, mais je change tout ça. Et donc, ça peut être un renouveau aussi. C'est pour ça... Et j'ai comme l'impression aussi que pour les administrations ou les institutions bancaires, on paye aussi un peu finalement le prix de la minorité d'escrocs ou la minorité d'incompétents. Et en fait, tous ceux qui font les choses avec le cœur, avec passion et qui sont prêts à se relever après une faillite, ils se chopent plein de difficultés administratives, comme celle de l'ouverture d'un nouveau compte en banque. Quand tu as fait faillite, même en personne physique et même en société, quand tu dois réouvrir un compte derrière... je peux te dire qu'il y a des warnings partout et que la banque, elle préfère pas te recevoir. Donc, Mariam, toi, par exemple, par rapport aux gens que tu as accompagnés, tu dirais plutôt que la faillite, elle est plutôt souvent due à un problème de compétence, un problème... C'est pas du tout un problème de compétence, mais très souvent, ce que je vois, c'est de la négligence, en fait, de la négligence administrative. J'ai rencontré énormément d'entrepreneurs qui sont doués. Ils sont vraiment talentueux, ils savent ce qu'ils font, ils savent générer du chiffre. Mais à côté de ça, ils sont mal accompagnés par leur comptable, une mauvaise budgétisation des cotisations sociales, des impôts, etc. Et ça mène à la cassure. Ouais. Osni, toi? Moi, je rejoins ce que Mariam a dit. En fait, le gros problème de la plupart des entrepreneurs, c'est la boîte aux lettres. C'est que, comme le citoyen lambda a la phobie d'ouvrir cette boîte aux lettres pour savoir ce qui va arriver demain ou après-demain, est-ce que c'est... les factures, tu vois. Et donc, généralement, l'entrepreneur, s'il n'a pas l'expérience, il va faire en sorte de vivre un peu comme un citoyen lambda, pas en tant qu'entrepreneur. Et malheureusement, quand tu es indépendant, quand tu as des factures qui se suivent, ça va très très vite. Comment on appelle ça, les indexations, les intérêts, les intérêts, voilà. Les intérêts qui montent, et ça va très vite. Et je te répète encore une fois, une citation en faillite, ça va très très vite. Ouais. C'est-à-dire que si tu as un créancier qui est un peu vicieux, etc. et tout, il t'envoie un ou deux courriers, et puis comme par hasard, l'adresse n'est plus la bonne, ou il envoie au mauvais endroit, et tu te retrouves avec une citation en faillite. Donc généralement, le gros problème des entrepreneurs, c'est la boîte aux lettres. Ouais. Et c'est pas, comme elle dit, c'est pas de la mauvaise gestion, c'est des gens qui sont talentueux, qui ont de l'énergie, qui ont une bonne vibe, tu vois. Mais ils pensent que voilà, c'est bisounours, il laisse passer une facture, il dit je paierai ça après, cette facture s'accumule Et c'est l'occasion, Cindy, je te donne la parole dans un instant, mais je rebondis sur ce que tu dis. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont de plus en plus nomades, qui aiment bien bosser un peu partout et qui prennent une adresse dans un business center. Business center, bien et sûr. donc, ils se disent, tiens, je vais aller 2 fois par mois rechercher mon courrier. Et comme tu le dis, parfois, les citations, ça arrive très, très vite. Très vite. Et si tu vas 2 fois par mois chercher ton courrier, tu peux te réveiller un jour, tu n'as plus tes comptes sur ton application et tu as une ouverture de faillite à porter. Donc, alors, vraiment... Pour rebondir justement sur ce problème de boîte aux lettres, il faut savoir qu'il y a une solution. En fait, il y a MyMinFin qui existe, qui est le portail vraiment mi-étatique, dans lequel tu vas pouvoir te connecter avec It's Me, ta carte d'identité, et tu vas pouvoir recevoir ces courriers-là. Donc, sois vraiment attentif, vas-y de manière régulière. Tu peux y aller où tu veux en plus. Donc, c'est très facile et comme ça, tu es toujours averti. Ouais, et assure-toi aussi, quand tu choisis ton business center, de t'assurer que s'il y a un courrier d'un huissier ou une citation, que je sais pas moi, il y a un service qui t'appelle, qui te prévient, c'est important de le rappeler. Et surtout aussi, les huissiers, Mariam, ils peuvent venir très très tôt dans les business centers, au moment où il n'y a pas d'accueil, et donc ton courrier, là aussi, tu vas perdre quelques jours et tu vas te retrouver avec cette ouverture de faillite. Clairement, l'huissier, quand il débarque, en fait, il n'est pas obligé de voir la personne à qui il remet la citation, il peut juste mettre un avis de passage dans la lettre, et puis l'audience, elle est déjà fixée, donc c'est trop tard. Et ils peuvent, je pense, débarquer à partir de 6h30 du matin, c'est ça, Cindy? Ouais. Donc... Ils viennent quand c'est potentiellement tu es disponible en gros. Ouais. Donc, voilà. Bon, maintenant on va attaquer la deuxième partie de cette émission. On va aller plus dans les solutions qui existent en cas de faillite. Mais avant, quels sont un peu les red flags qui doivent nous alerter, Cindy? Alors les red flags, c'est quand tu commences vraiment à avoir des dettes qui s'accumulent. Des dettes souvent vis-à-vis d'administration de l'État, comme la TVA, le précompte professionnel. Et alors, je ne vous citerai pas le pire, c'est l'ONSS. Catastrophique. Gros, c'est à eux que je mettrai un carton rouge aujourd'hui. Je confirme, je le sors aussi le carton. Voilà, d'accord. Double carton rouge pour l'ONSS. Carton rouge collectif pour l'ONSS. Oui, parce qu'en fait, ils ne transigent sur rien. Ils n'acceptent rien, pas de plan d'appurement. En fait, c'est incroyable parce que plutôt que d'essayer que l'entrepreneur puisse se relever, en fait, limite, il t'enfonce. Donc l'ONSS, c'est le précompte, c'est ça? Alors non, c'est pas le précompte, c'est... Quand tu as des salariés, c'est voilà, quand tu as des salariés.
ta contribution à la sécurité sociale en fait que tu as sur le salaire. Ok. Tu as l'Office national de sécurité sociale. Et donc, c'est vraiment les pires dans cette situation-là. Donc, quelque part, tu as toutes ces dettes qui s'accumulent au fur et à mesure. Et tu te dis, ça commence à être compliqué. D'un autre côté, tu as également tes fournisseurs, tes créanciers que tu as déjà d'habitude, ils ne croient plus trop, ils ne te livrent plus nécessairement. Enfin, tu sens vraiment qu'il y a un souci. Ou alors, tu vois que ton business model ne marche plus du jour au lendemain, on en a parlé. Ça, c'est vraiment les gros red flags. Et à ce moment-là, tu as 1 mois pour réagir. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, on est souvent, quand on se lance dans cette aventure, hyper enthousiaste. On se dit que ça va marcher. Et puis, les 3 premiers mois sont un peu plus compliqués, ou voire les 6 premiers mois. Et donc, le seul moyen d'avoir un peu de cash pour quand même payer ton loyer ou te payer à manger, c'est de jouer un peu avec peut-être la TVA qui est sur ton compte. Et tu te dis, mais c'est pas grave parce que dans 3 mois, ça ira mieux. Dans 6 mois, ça ira mieux. Par rapport, tu dis, ils sont agressifs et ils sont peu ouverts à la discussion. Mais le timing que tu as, entre guillemets, avant que vraiment ils t'attaquent et ils te citent peut-être en justice, est-ce qu'il y a une... Oui, alors à partir du moment où on est en cessation de paiement, donc à partir du moment où on n'est plus en mesure de payer nos dettes, on a 1 mois pour déposer l'aveu de faillite. Et c'est extrêmement important parce que le tribunal, le parquet aussi, quand il analyse la situation, si on est dans un dépôt tardif, et qu'on est dans le cadre d'une faillite d'une société, on peut aller chercher les dettes dans le patrimoine personnel de l'administrateur. Mais 1 mois, c'est un délai un peu court, Cédric. Souvent, tu sais, quand tu te dis, tu te rends compte que tu vas avoir des difficultés, souvent, je veux dire, on va dire 1 mois, mais après, tu te dis, oui, mais attends, ça ira mieux d'ici 1 ou 2 mois. Et en fait, il y a souvent 3, 4, 5 mois qui sont passés avant que vraiment tu dises, oulala, là, ça va être compliqué. Oui, mais ce que dit Mariam, c'est surtout quand là, on a vraiment toutes les dettes qui sont déjà... 1 mois après la cessation de paiement. Voilà, Donc, c'est pas, j'ai une difficulté temporaire. C'est ça, oui. Ça ne marche plus, c'est fini. Oui, Voilà. mais la cessation de paiement, c'est exemple pour que je comprenne bien. Donc là, on parle bien d'une procédure qui sera enclenchée avec le curateur, le juge qui va observer à partir de quel moment tu étais en cessation. Donc, exemple, je reçois ma facture du précompte ou de la TVA. Je la reçois, on me dit que je dois la payer pour le 25. Je ne sais pas la payer, c'est ce jour-là qui compte. Alors, je pense qu'il faut revenir sur les fondamentaux. Quelles sont les conditions pour être en état de faillite ? Ouais. Il y a 3 conditions. Déjà, être une entreprise, voilà, je passe les détails. Être en cessation de paiement, donc impossibilité de payer, mais surtout être en ébranlement de crédit. L'ébranlement de crédit, ça signifie que nos créanciers, donc les personnes avec qui on collabore, ne nous font plus crédit. Il n'y a plus de plan de paiement possible. Donc, quand ces conditions sont remplies, on a 1 mois au maximum pour faire aveu de faillite. Oui, et donc dans l'exemple que tu donnais, justement, Davy, Mariam l'explique très très bien. Ça veut dire que ta TVA, c'est pas parce que tu la payes pas une fois qu'ils vont directement arriver chez toi que tu auras l'huissier le lendemain. En fait, généralement, ils vont ouvrir un compte spécial. À partir de ce moment-là, tu auras des intérêts, amendes et compagnie. Et puis après, là, tu peux prendre contact avec eux pour avoir un plan d'appurement. C'est vraiment quand les plans d'appurement, tu sais plus les tenir et que eux, par exemple, ne les acceptent plus, ce qui est souvent le cas à l'ONSS d'ailleurs. Et donc, à partir de ce moment-là, tu as un faisceau d'indices qui te dit, voilà, c'est... Okay. Les carottes sont cuites. Et ça, c'est un premier conseil qu'on peut donner, Mariam, c'est que si vous êtes dans cette situation-là, n'attendez pas que ce soit l'État ou une entreprise qui fasse la citation, c'est ça le terme ? Oui, en tout cas, lance la procédure, c'est faites-le vous, parce que s'il y a une procédure, ça va être plus simple pour vous si c'est vous qui avez pris l'initiative de déclarer votre difficulté. Oui, Qui veut réagir, Cindy, Mariam ? Non, effectivement, donc il y a 2 manières d'être déclaré en faillite. Il y a la citation, ça c'est la pire des possibilités, citation de la part d'un créancier, mais par contre on a la possibilité évidemment de faire un aveu de faillite, donc ça c'est sur base volontaire. On dit au tribunal, voilà, je reconnais être en état de cessation de paiement et en ébranlement de crédit, je dépose mon bilan. Voilà. Okay. Un bon indice aussi qui te permet de te dire attention, je suis peut-être pas dans une situation très bonne, c'est les chambres d'enquête commerciales. Il faut savoir qu'auprès des tribunaux, il y a des chambres d'enquête qui sont mises en place avec un juge consulaire qui est là et qui te reçoit et qui en gros a tes chiffres et souvent des procès qui ont été gagnés, des jugements qui ont été pris à ton encontre parce que tu n'as pas payé certaines dettes. Et à ce moment-là, il va voir avec toi qu'est-ce que tu mets en place pour essayer de redresser la situation. Soit il voit que ce qui est mis en place, ça ne marche pas et il pourrait lui-même mettre en place la faillite, soit il voit que tu commences à redresser la barre et va te suivre comme ça pendant quelques mois, voire 1 an ou 2 pour s'assurer que tu reprennes entre guillemets
ton envol. Oui, ça c'est un super bon système qui a été mis en place par le tribunal de l'entreprise parce que le juge consulaire, il faut peut-être le préciser, c'est une personne qui est experte du chiffre et donc elle analyse la situation de la personne qui est en difficulté et peut proposer toute une série de solutions. Elle peut proposer la médiation d'entreprise, elle peut proposer la PRJ notamment et évidemment s'il n'y a pas d'autres solutions possibles, elle dira à un moment donné, il faut faire faillite. Mais les solutions, on va les évoquer, notamment celle de la PRJ qui permet de récupérer un peu d'oxygène pour peut-être redévelopper sereinement son business, avoir du chiffre d'affaires qui permettra de rembourser ses dettes au SNI. T'as vécu, ou toi, ou indirectement, les procédures, elles étaient lourdes, c'était compliqué? C'est-à-dire une procédure de faillite? Ouais. Non, c'est psychologiquement, comme elle le disait, ça fait un peu peur. Mais non, tu mets un avocat dessus, ton comptable prépare les derniers bilans pour voir où en est la société, et l'avocat fait le reste. Donc, toi, personnellement, en tant que gérant ou gestionnaire, t'as pas grand-chose à faire à part attendre Je pense que je suis d'accord avec toi, Osni, mais on oublie un petit peu le côté vraiment émotionnel. Il y a des descentes de faillite qui se font chez des gens qui sont vraiment dans les difficultés, qui savent qu'il y a une partie de leur patrimoine, ou voire tout leur patrimoine qui va y passer. On arrive chez toi du jour au lendemain, curateur avec un juge qui descend en une fois, on prend les clés de ta voiture, tu donnes ta carte de crédit, tu donnes tous tes contrats, et en fait, tu es à ce moment-là privé de toute gestion. Donc, la gestion totale de ton activité est reprise par quelqu'un. Et puis, voilà, tu es déchargé, entre guillemets. Ouais. Et quand tu sais que tu vas peut-être tout perdre, l'impact psychologique est gigantesque. Mais ça, je suis pas d'accord avec tout perdre. Parce que quand tu as une SRL, on parle d'une faillite, c'est la SRL qui prend la faillite. Donc, toi, à titre personnel, tu ne risques pas grand-chose tant que tu n'as pas fait de fautes graves de gestion en tant que bon père de famille. Je ne suis pas d'accord. Sur le carton, vas-y. Alors, carton rouge, t'es dur. Carton rouge, parce que... Pourquoi? J'accepte, vas-y, j'attends de voir. Je suis désolée, non, vas-y, tu sais, je t'adore, mais non. Cindy, quand même, juste pour contextualiser, on n'en a pas. Non, mais je te laisse juste. Tu veux me donner le jaune? C'est vrai que. Pas un orange. C'était l'argument, souvent, quand on pose la question à la création, t'es plutôt personne morale, personne physique, et quel statut tu vas choisir? On disait souvent, essaie de prendre une SPRL à l'époque, SRL depuis le nouveau code, parce que tu protèges ton patrimoine privé. Et c'est vrai qu'on a ça en tête. Mais sauf que visiblement, c'est pas si facile, si simple que ça. J'attends les arguments. Alors, les arguments, c'est parce que très, très souvent maintenant, tu le vois. Alors, soit tu fais plusieurs structures, comme chez toi la franchise, etc. Donc, on peut en parler. Mais grosso modo, dans la plupart des cas, tu verras que, par exemple, dans ta structure de société, il arrive que tu aies un bâtiment, que tu aies fait des prêts, etc. Et très souvent, là, tu m'arrêtes. Non. Cédric, mais tu sais très bien ce que je vais dire. Très souvent, les banques te demandent de te porter caution. Ah ouais, mais ça, c'est autre chose. Hypothèque. Ouais. Oui, bien sûr. Et là, ça et donc, bien, quoi. Ouais, voilà. mais moi, je te parlais d'une société, une SRL, mais si tu commences à te mettre caution solidaire pour acheter une voiture, pour acheter une maison, la SRL, elle a plus aucun but parce que tu te portes garant pour la SRL. Et là, ça n'a plus aucun sens d'être en SRL. Et tu reparles que des sociétés. Mais il y a également les personnes physiques. Oui, ça, c'est autre chose. Voilà, mais on parle faillite, c'est pour les sociétés, c'est pour les personnes physiques. Moi, je croyais que tu allais dire autre chose. Parce qu'effectivement, quand on a une SRL, on se dit on est protégé. Mais avec le nouveau code, par exemple, l'importance du plan financier à la base, de bien le penser, de bien le faire et de ne pas se dire, OK, c'est une formalité, je fais un fichier Excel, je mets des chiffres. Pourquoi c'est si important à la base de faire un bon plan financier si on crée une SRL avec le nouveau code notamment? Parce que si tu fais faillite dans les 3 ans, en fait, dans les 2 ans, ils vont regarder, en fait, le juge va demander au notaire qui a réceptionné en fait ton plan financier de venir lui apporter, de regarder si les fonds propres que tu avais mis à l'époque étaient suffisants pour que ta société puisse perdurer. Pendant ces 2 années. Et grosso modo, si ce n'est pas le cas, on va pouvoir éventuellement remettre ta faute ou ta responsabilité en cause, grosso modo, et te faire retomber la faillite sur le dos. Et c'est ça, finalement, pour moi, le grand changement que j'entends un peu ces dernières années maintenant, c'est que finalement, on peut plus facilement aujourd'hui mettre en cause l'administrateur qu'avant, où là, on était un peu plus protégé, Mariam. Oui, totalement. Moi, je le constate, étant donné que je suis énormément d'entreprises. On a très souvent le parquet, donc pour les personnes physiques, ici je parle, qui va faire des requêtes en refus d'effacement, parce que l'effacement, c'est évidemment un principe fondamental de la faillite qui permet aux entreprises de redémarrer. Mais il y a aussi les administrateurs qui sont touchés par des citations en comblement du passif, par le curateur. Le curateur qui essaye d'aller combler les dettes de la société en allant chercher dans le patrimoine de l'administrateur à nouveau. Donc aujourd'hui, on le voit très bien.
énormément d'administrateurs en SRL sont quand même touchés sur leur privé. Ok, alors je retiens, d'après tout ce qu'on a dit par rapport à ce cas précis, je crée mon SRL. Première chose à faire, c'est de faire un plan financier bien pensé, bien réfléchi. Même si en termes d'apport propre, aujourd'hui, il n'y a plus de montant qu'on doit, de capital à libérer, on essaie quand même de mettre ce qu'il faut pour peut-être, si on se dit que le business va décoller dans 3 mois, dans 6 mois, de mettre les fonds nécessaires au cas où ça met 8 mois, 1 an à décoller. Et la troisième chose qu'on a dite ici, c'était donc le plan financier. Qu'est-ce qu'on avait encore ? On avait un troisième point qu'on a mis à l'honneur. Non ? Ne pas te mettre caution solidaire pour Ne des pas biens. C'est la bêtise. Pour moi, ça, c'est la bêtise à faire. Ok, ben voilà, c'est déjà 3 Il y a choses un dernier importantes. truc que je peux te dire. C'est pas une bêtise, tu sais, Osni, parce que parfois, tu peux pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne te donne pas de prêt si tu le fais Tu pas. prends pas. Oui, j'allais dire. Oui, mais tu Bah, tu prends prends pas le mais prêt, tu l'as parfois- besoin parfois, pour créer tu ton sais- projet. voilà. Tu travailles et tu mets de l'argent de côté. Non, c'est trop facile à dire. Non, ça. c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui le font et qui travaillent, qui attendent 2-3 ans avant de se lancer dans un business. Pour moi, la facilité, c'est d'aller chercher un prêt. Mais il y Pour a moi, des- ça, c'est vas-y, tu mais vas à il y a la des personnes banque. qui n'ont pas la possibilité que d'attendre. Il y en a qui n'ont pas le choix que de se lancer en tant qu'entrepreneur et du coup, ils Mais vont c'est penser ça, à toutes les garanties et mais- vont dire à la mais- banque, ok, pas de souci. Mais c'est ça que je suis en train de dire, en fait, c'est que tu n'as pas le choix de te lancer comme entrepreneur, mais avant ça, comme je l'avais dit dans l'autre émission, tu bosses, tu mets de côté, et puis tu n'as pas besoin de faire un super projet à 400 000 euros, 500 ou 1 million d'euros. Ouais, et puis Enfin, moi, je parle à Et quand tu te lances, il y a d'autres moyens de te financer que d'aller à la banque et de demander un prêt avec caution Merci. solidaire, Ah, hein. Oui, c'est ça que j'allais dire aussi. Voilà. Tu as on le dit toujours, un Family and Friends, tu as le Exact, crowdfunding, ouais, tu as bien sûr, ouais. ouvrir Tu peux trouver ton des capital, investisseurs. t'as des peux trouver des investisseurs. exactement. Oui, mais Bien ce qui sûr. arrive souvent, c'est que on sait très bien, entre guillemets, on l'a dit dans plusieurs épisodes, que c'est pas la banque qui va nous aider à créer notre entreprise. Mais la banque, on peut aller la trouver après 1 an. Par exemple, c'est souvent là que ça se passe. On nous dit, tiens, il nous faut peut-être 20 ou 30 000 euros parce que je dois faire un dernier investissement que j'avais pas anticipé. Mais si je fais pas cet investissement-là, ça va être compliqué pour moi. Donc là, je vais à la banque et souvent la risque. banque là, elle te dit, mets-toi caution solidaire. Ah ouais, mais là, tu refuses. Ouais, mais alors là, c'est l'aspect psychologique qui est difficile. Ouais, Et c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment, je sais pas ce qu'on peut mettre en place en tant qu'entrepreneur quand on doit prendre une décision pareille pour essayer de prendre une décision raisonnable et pas émotionnelle. Trouver où tu peux générer ces 20-30 000 dans ta boîte. Parce que généralement, un entrepreneur, il fait pas attention, mais Non, il peut peut-être tirer, Oui. tu vois, Non, en faire fait, des économies. Ou, on oublie que le principe d'être entrepreneur au jour le jour, c'est de prendre des risques. Bien sûr. Mais ça fait partie des risques que Pour tu moi, dois aller à la prendre. banque, faire un prêt pour. Non, ça, moi, je te mets aussi un carton rouge, même si je t'apprécie Mais énormément. tu peux- Ça, je suis mais tu pas peux d'accord. pas- Ça, je suis pas Non, d'accord. il y a des gens Pour moi, qui aller ont à la envie banque, de- c'est pas un risque. Il y a des gens qui vont se lancer, par Ouais. exemple, qui sont même peut-être jeunes, qui veulent racheter un Oreca, par Ouais. exemple, parce qu'ils ont un business model qui Ouais. tient la route. C'était déjà un emplacement qui marchait très très bien. Ils vont racheter. Penses-tu franchement qu'ils ont assez de sous pour acheter le fonds de commerce ? Si, ouais. Ils se mettent à Non. 2, 3. Moi, si, je bah, rejoins écoutez, Cindy. Non, moi, je suis pas j'ai quand d'accord. même 9 restaurants à Oui, Bruxelles et j'ai Oui, mais j'ai c'est une salle toi, de c'est fête, toi. Moi, j'ai je été te dans parle le de ceux nettoyage. que moi je rencontre au Ouais. jour le Mais jour. moi, Ben non. moi, je te parle en tant que personne qui est pratiquée et je peux te dire que oui, c'est faisable. Il faut juste pas monter trop haut dans. Parce que la plupart je vais terminer avec ça, Ah c'est oui. important. Le problème qu'on a en 2026, c'est qu'on vend du rêve aux gens et les gens veulent du sexy dans le business. C'est-à-dire qu'on veut du 300, 400 000, 100 000, 200. Tu peux commencer avec un petit business à 40, 50, 60, 70 000 euros. On est 2 associés, on met 30 000, 30 000. Si tu as 25 ans, tu as travaillé, tu es chez papa et maman, tu gagnes 1 500, 2 000, je crois que les salaires ont augmenté. Ils sont à 2 000 euros. Je pense pas que les parents, encore en 2026, demandent à leurs enfants de payer le loyer avec eux, les charges avec eux, ce qui était le cas, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune dans les années 80. Donc, au bout de 4-5 ans, ils peuvent mettre de côté 20 000 euros, 25 000 euros. Ayant vécu. Moi, je pense. Hein, je vais trancher, c'est moi qui vais être le juge ici autour de la table. Coupe. Mariam, je pense qu'en fait, tout le monde a raison aussi dans ce que vous dites. En fait, oui, effectivement, il y a moyen de financer sans faire de crédit, effectivement. Mais il y a des moments aussi où parfois il faut le faire parce que Oui, bien sûr. parce qu'on est parce que c'est le moment, on a l'opportunité. Le lieu, si on répond pas dans les 2 semaines, on perd l'opportunité. Donc là, on a que 2 semaines pour récolter les fonds. Donc parfois là, on n'a pas le choix. Il faut réagir. Ben ok, je prends la caution parce que forcément, quand on est entrepreneur, on y croit. Donc je pense que globalement, tout le monde a un peu raison, tout le monde a un peu tort. Mais voilà, c'est le débat, les amis. C'est un bon réagissez. politicien, David. Mais si tu prends la caution, tu parlais justement des possibilités. Si tu prends la caution, il y a aussi moyen de protéger, entre guillemets, ton Chez le domicile notaire, ouais. Ouais. chez le notaire. Ah, alors Et donc ça, là, Mariam, ouais, elle voilà. connaît très très Des bien. déclarations Je vais- d'insaisissabilité. Voilà. Attends, Voilà. Mariam, on va faire ça bien. Je vais me tourner vers toi, Mariam, parce que c'est vrai que c'est sur cette vidéo-là qu'on t'a découverte et qu'on t'a fait venir ici. Et c'est vrai que souvent, une des craintes qu'on a et qui fait qu'on choisit la SRL,
statut de société, c'est pour protéger son patrimoine et notamment peut-être une maison qu'on aurait en privé. Et il y a un moyen de se protéger malgré tout, même en personne physique, de protéger son bien privé. Oui, effectivement, quand on est indépendant en personne physique, on a la possibilité de protéger son patrimoine immobilier par la déclaration d'insaisissabilité qui doit se faire auprès du notaire. Alors, c'est un acte qui peut être un petit peu coûteux. Je pense qu'on parle de 2 000 €, aux environs des 2 000 €. Mais ça permet de protéger sa première maison d'habitation. Donc, ça ne concerne qu'une seule maison, mais elle permet d'échapper à toutes les mesures d'exécution. Voilà, ça c'est bon à savoir, hein, ça Cédric. Bien sûr. Et attention, c'est évidemment que pour les dettes futures. Effectivement. Donc c'est pas parce que tu te retrouves un moment dans la Maintenant, tu dèche le et fais, que tu paniques à mort que Oui. c'est le moment de le faire. Et pour les dettes de mauvaise gestion, on va dire, en tant que bon père famille, enfin, on ne sait plus payer, mais tout ce qui est fraude, etc., tu n'es pas protégé, je pense. Évidemment. Hein. Oui, la fraude, de toute façon, on reviendra chez toi sur d'autres problématiques, éventuellement même du pénal, hein, parce que, comme on dit, il y a le procureur aussi qui est là. Cédric. Ils sont trop souvent là même. Une chose à avoir en tête, parfois tu n'as pas le choix de porter caution parce qu'il faut aller vite, parce que tu n'as pas le temps. Après un certain temps, tu peux aussi retourner voir ton banquier et demander à faire lever ta caution. Hein. Ah, ça c'est intéressant. Et quelles seraient les conditions pour la lever? Si tu as remboursé suffisamment, si ton business finalement est hyper florissant, prends le temps, pense-y, va voir ton banquier et dis tiens. Négocie. Ok. Et donc ça peut se faire aussi. Bien sûr. Ok, ça c'est intéressant. Tu vois, on en apprend des choses. Il faut. Donc, Là, il faut le carton orange. Là, Maintenant, il va retourner. Hein, il va retourner. Hein. Mais en tout cas, encore une petite parenthèse sur la caution solidaire, parce que c'est vrai que c'est demandé parfois. Certains sont peut-être dans une situation où là, ils devraient liquider la boîte, où ils devraient, mais ils ont peur, où ils devraient faire aveu de faillite, mais ils ont peur parce que ils ont peur que ce crédit qu'ils ont fait retombe dans le privé. Petite question, s'ils sont dans cette situation-là et qu'il y a 2 administrateurs, par exemple, qui va se choper la dette? Tous les 2 cautions? Ouais. On prend chez le premier, le plus facile. Ok, on peut pas dire, on divise en 2. Non, alors je vais prendre un carton, hein, mais non. Alors à ce moment-là, la banque, elle fait au plus simple, au plus vite, et donc on va là où il y a de l'argent, ou là où on sait qu'il y a du patrimoine ou peu importe, on saisit, et puis après, ils s'arrangent entre eux. Mais moi, j'ai une vraie réflexion par rapport à ça, Cédric. Je connais quelques sociétés qui sont dans cette situation-là. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que la société, elle ne tourne plus. Ils devraient la liquider, l'arrêter. Mais à cause de ce crédit qu'ils ont et de cette caution solidaire, ils ne le font pas. Et donc, il y a chaque mois, chaque année, de l'argent qui va pour le comptable, pour la déclaration, qui va pour la cotisation annuelle de société. Donc, il y a beaucoup d'argent qui partent là-dedans. Et la banque, elle est pas ouverte à la discussion. C'est-à-dire que si on vient et qu'on dit on veut liquider la boîte parce qu'elle ne tourne plus, mais on voudrait séparer la dette en 2 et continuer le remboursement, mais moitié-moitié, visiblement, la banque, elle refuse. Il faut faire un crédit, chacun fait un crédit de son côté, apporte l'argent à la société et liquide le crédit. Ça peut être ça, alors là, ça peut être ça la solution. Ouais. Bon, ok, voilà, pour mes amis qui se reconnaîtront, ils auront l'une ou l'autre information. Bon, c'était un très bel épisode. J'espère que vous aussi vous passez un bon moment. On va encore parler de plein de choses. Je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode, mais voilà, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble. Concrètement, je me tourne vers toi, Mariam, vers toi, Cindy. C'est que j'entends tout ce que vous dites. Moi, je suis entrepreneur. Je vous écoute, ok, je fais mon deuil, je dois faire aveu de faillite. Mais ce qui me fait peur, c'est combien ça va me coûter. J'ai déjà pas d'argent. Et donc, je me dis, je dois faire appel au comptable pour qu'il fasse une sorte de plan financier particulier, de bilan provisoire ou de bilan tout court. C'était pas prévu dans mon forfait. Je dois faire appel à un avocat qui va me dire, écoute-moi, pour t'aider, pour faire la PRJ ou autre, c'est 2 000 €. Et donc, en fait, mais je peux pas vous appeler, j'ai pas d'argent, je fais comment? Oui, c'est tout le débat. C'est clair que ce genre de procédure, ça coûte de l'argent. Déjà, ça coûte de l'argent vis-à-vis de l'avocat. L'avocat doit se prendre ses honoraires, donc ça, c'est d'office. Mais il y a aussi un autre acteur central, c'est le comptable. Alors, la difficulté avec le comptable, c'est qu'en général, il arrête de travailler à partir du moment où il n'est plus payé. Mais c'est extrêmement important d'être guidé par ces personnes-là. Pour moi, honnêtement, on peut faire faillite seul. Donc, ça, c'est pas du tout un problème. C'est pas une obligation d'avoir un avocat. Mais l'avocat est présent pour guider la personne pour faire la faillite, mais aussi pour tout le suivi. Après. Ouais, et surtout analyser quel est le risque réellement que le failli va prendre dans cette faillite.
Est-ce qu'on a déjà parlé, mais le compte courant débiteur, par exemple, on aura beau faire ce qu'on veut, c'est-à-dire quand le dirigeant doit des sous à sa société, il pourra danser sur sa tête. Société SRL, ou autre, de toute façon, on ira rechercher cet argent-là chez lui en priorité. Ouais. Donc ça, c'est sûr et certain. Voilà, on vient de faire encore un peu de hors-piste par rapport à l'accompagnement, mais tu as raison de le mentionner. C'est vrai qu'on se dit parfois, tu sais quoi, j'ai pas d'autre choix, je vais faire aveu de faillite, je suis en SRL, je suis protégé dans mon privé. Oui, mais s'il y a un compte courant, si vous devez, vous, en tant que dirigeant de l'argent à votre entreprise, là, le curateur, il va pouvoir dire, OK, mon grand, tu dois 8 000, 10 000, 12 000 euros à ton entreprise, donc tu vas devoir payer. Et donc là, ça va avoir un impact sur ton privé aussi. Donc méfiez-vous du compte courant, on l'a déjà suffisamment dit dans l'épisode. Mais donc, par rapport à l'accompagnement, je suis en difficulté, j'ai plus trop d'argent sur mon compte, j'ai vraiment envie de trouver une solution, peut-être juste de faire une PRJ pour retrouver de l'oxygène. À Bruxelles, il y a le CED, le Centre pour entreprises en difficulté. Tu as déjà entendu parler de ça? Tu connais ou pas du tout? Je l'ai appris il y a 30 par Cécile qui nous l'a appris. Ah, Cécile, quel beau nom. C'est magnifique. C'est génial. C'est pas, Oh merde, Cindy. Non, mais c'est pas c'est grave, pas c'est le mignon, mien, mais ça. c'est très bien. Voilà. J'ai pas mangé, j'ai pas bu, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis fatigué. Mais Cindy, excuse-moi. Tu pousses souvent des coups de gueule sur tes réseaux par rapport à Hub Brussels qui a beaucoup d'argent et qui propose plein de services et on n'y fait pas appel. Eh ben, le Centre pour entreprises en difficulté, il y a peu de gens qui le connaissent à Bruxelles. Mais ça, je le savais pas, à part que Cindy nous l'a appris. Je me suis pas trompé cette fois-ci. Et que Cindy nous l'a appris, je ne le savais pas du tout, parce que je sais que ça coûte cher, parce que tu dois payer l'avocat, le comptable, comme Mariam l'a dit, mais c'est une nouveauté. Ça serait bien de le dire aux téléspectateurs qu'ils... Ben voilà, on le dit. Franchement, on bravo. le dit, et puis je te partage la patate chaude pour que tu en parles sur tes réseaux. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, ça on en discutera, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui savent ça. Hein. En tout cas, c'est une solution pour les Bruxellois. On ne sait pas trop, on va creuser, on va aller voir s'il y a une équivalence en Wallonie, visiblement. Wallonie, je ne connais pas. Non. Mais tu parlais peut-être, tu l'as évoqué, je pense, dans l'émission, là au tout début, il y a une chambre, c'est ça qui peut... La chambre des entreprises en difficulté, mais ça, c'est la chambre, donc c'est une chambre spéciale du tribunal de l'entreprise qui convoque elle-même une fois que les créanciers ont tiré la sonnette d'alarme. Ouais, ok, non, je rigolais parce que j'avais une image avec une chambre et plein de gens en difficulté. Et je me suis dit, mais je sais pas pourquoi. Voilà, on tourne un vendredi. On n'est pas dans 51 degrés. Ouais, c'est une chambre un peu particulière et l'ambiance ne doit pas être dingue. C'est vrai que je me suis mal exprimée, mais voilà. Non, mais c'est comme ça que ça s'appelle en dans le jargon. C'est juste moi qui suis fatigué, Mariam, et qui ai envie de déconnecter. Si vous avez l'information par rapport à des structures en Wallonie qui peuvent aider à moindre coût, accompagner, ou peut-être, je sais pas, il y a certainement des associations aussi qui doivent exister vraiment, qui veulent accompagner les entrepreneurs en difficulté en Wallonie, n'hésitez pas à nous les partager, nous on fera notre recherche aussi de notre côté. Bon, combien ça coûte concrètement une procédure, par exemple un aveu de faillite? L'aveu de faillite, c'est gratuit. On peut déposer... donc je ne sais pas si les téléspectateurs sont au courant. Déposer un aveu de faillite, c'est relativement simple. Il y a la plateforme Rexol. En fait, c'est une plateforme de l'insolvabilité qui est mise à disposition par le tribunal. Il suffit juste de compléter le formulaire. Et c'est pas compliqué à compléter? Non. Moi, je le fais tous les jours, donc j'ai tendance à dire non. Okay, donc, je suis entrepreneur, j'ai écouté l'épisode, j'ai bien compris qu'il fallait que je prenne l'initiative, que je fasse pas l'autruche. Je vais sur Rexol, R-E-G-S-O-L. Je déclare, je fais aveu de faillite. Oui. D'accord. Alors, là, il y a une procédure qui va être enclenchée. Oui, mais pas trop vite. Okay. Encore une fois, parce que je l'ai déjà vécu. En fait, une personne qui a très très vite paniqué, alors qu'il n'y avait qu'une seule dette en définitive, et qui a été directement se mettre sur Rexol d'initiative. Alors c'est bien gentil, c'est quelqu'un qui voulait prendre beaucoup de choses directement en main, mais ça a créé plus de soucis parce qu'une fois que la procédure est lancée, elle est lancée. Il y a les frais dont on parle de l'avocat qui vous suit, éventuellement du comptable qui vous suit, mais il y a aussi tous les frais qui vont être engagés par la justice en tant que telle, donc des frais de procédure, puisque même si après on décide quand même de poursuivre l'activité, il faut savoir qu'il y a un curateur qui va être saisi dans les 10 jours, etc. Il y aura une réunion qui va se faire au niveau du tribunal. Donc tout ça, ce sont des frais de justice qui vont quand même être réclamés à un moment donné. Est-ce qu'on peut donner une fourchette de prix juste pour que les gens qui nous regardent savent, je suis dirigeant d'une société, combien globalement ça va, tu dis que ça coûte rien, mais il y a quand même toute une série, tu parles de frais juridiques, tu parles de... Quand je dis que ça coûte rien, c'est la requête via Rexol, elle est gratuite. Ok, mais après, il faut aussi, à la banque Carrefour, il n'y a pas un truc à faire qui va nous coûter de l'argent pour... Non, alors ce qui est important de savoir, c'est de te positionner directement. Est-ce que tu fais faillite ou est-ce que tu fais une PRJ? Est-ce que à ce moment-là, PRJ, on peut en parler juste un peu après, c'est les solutions qu'on peut avoir pour éviter la faillite. Mais si tu fais une faillite, la question c'est clairement, est-ce que tu as un risque ou pas?
dans ta faillite, est-ce que tu souhaites être accompagné? Et là, forcément, tu auras besoin d'un avocat qui va te suivre et très souvent un comptable. Grosso modo, ça dépend du nombre d'heures qui seront prestées, de la grosseur du dossier. Et donc, je vais dire, si on doit vraiment donner une fourchette de prix, on sera peut-être entre 1 000 et 5 000 euros. Je me trompe, Mariam? Au niveau des honoraires de l'avocat, en tout cas, c'est libre à chaque avocat de fixer ses honoraires. Donc voilà, moi je connais ma fourchette de prix, mais effectivement, on est entre 1 000 et 5 000. Ouais. Je te vois réagir, Cédric. Non, oui. On fait un prêt? On fait un prêt pour payer les... Non, mais je réagis par rapport à ce que tu disais tantôt. Tiens, je suis en difficulté, j'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Je comprends, tout travail mérite salaire, hein, mais parce qu'une PRJ aussi, ça coûte de l'argent. Hein, ouais. Mais justement, la PRJ, on va en parler dans un instant, mais par rapport à ces frais, imaginons, je fais cet aveu de faillite, on est d'accord que c'est moi en privé alors qu'il va devoir payer tout ça. Ou je peux, ou c'est... qui paye ça? Je reviens sur ce que Cindy a dit. Pour moi, ça n'engendre pas de frais en réalité, parce qu'il faut comprendre qu'une fois que la faillite elle est prononcée, toutes les dettes liées à cette faillite restent au sein de la faillite. Donc, l'entrepreneur qui reprend potentiellement son activité ne sera pas touché par tout ça. Ouais. Oui, mais il y a eu certains cas, en fait, qui se sont produits dans la pratique où la personne a fait un aveu de faillite, mais grâce à son avocat, etc., on a réussi à récupérer la situation. Et donc là, ces frais-là, ils étaient comptabilisés. Bon, on parle beaucoup de faillite. J'ai quand même envie de donner un peu d'espoir à ceux qui nous regardent. Il y a des choses qui existent avant, qui peuvent vous redonner de l'oxygène, Cédric. Oui, bien sûr. Avant la faillite, tu as évidemment la PRJ qui a été mise en place. Ça te permet à un moment donné de sortir la tête de l'eau. En général, quand tu es dans une situation de difficulté de paiement, tu vas plus relever ta boîte aux lettres, tu as les factures qui s'accumulent, tu sais plus où donner de la tête. Ça te permet à un moment donné de bloquer tes créanciers et de te dire, OK, je me pose, je suis accompagné, j'ai évidemment un avocat, etc., qui m'accompagne, et ça me permet de voir comment je peux m'en sortir. Et puis, à un moment donné, tu vas pouvoir essayer d'obtenir une décision qui repousse certains créanciers, où tu vas pouvoir négocier avec tes fournisseurs en demandant de laisser tomber une partie de tes dettes, peut-être au banquier, peut-être à l'administration, de laisser tomber une partie de tes dettes. Ça, c'est un juge qui va à un moment donné décider de ça. Et ça te permet à un moment donné de prendre une respiration et de pouvoir repartir. Alors, c'est pas toujours parfait, ça fonctionne pas dans tous les cas, mais au moins, ça te donne un moment de respiration pour pouvoir repartir. Mariam, concrètement, donc la PRJ, c'est une procédure comme l'aveu de faillite, mais donc c'est aussi au tribunal que ça se fait. Ça passe par le tribunal, et donc c'est simplement demander au tribunal un peu d'oxygène, quoi. C'est ça pour... Oui, alors concrètement, la procédure de réorganisation judiciaire, il faut déposer une requête avec toute une série d'annexes. La requête doit être extrêmement complète, et là, il faut que l'avocat travaille main dans la main avec un comptable, parce qu'il faut déposer une liste des créanciers, des tableaux d'amortissement, etc. C'est très très complet. On dépose la requête au tribunal, il y a une audience qui est fixée, le tribunal entend l'ensemble des parties, et il y a aussi un juge consulaire qui est là pour donner son avis sur la situation. Alors la procédure de réorganisation judiciaire, c'est effectivement une solution, mais c'est pas non plus la solution miracle. Parce qu'une fois que la procédure est ouverte par le tribunal de l'entreprise, c'est à ce moment-là que l'entreprise doit tout mettre en avant pour essayer de s'en sortir et démontrer au tribunal que l'activité est viable. Donc typiquement, ça c'est une solution pour ceux qui nous regardent, qui ont juste besoin d'un peu de temps. Ils ont ils ont des preuves comme quoi il y a une vraie traction, qui peuvent aller chercher du chiffre d'affaires. Ils ont juste besoin d'un peu de délai pour pouvoir mettre en place tout ça. Et ça, c'est une solution uniquement pour ceux qui ont des perspectives. Il ne faut pas juste bêtement lancer le truc et puis y aller, quoi. C'est pour ça que tu feras vraiment un plan financier, donc avec le comptable, pour voir un petit peu comment tu te projettes au niveau trésorerie également sur 6 mois, 1 an, parfois 2 ans. Et en fait, en fonction de la qualité de ton plan, et de tes perspectives et de la manière dont le tribunal croit en fait en ton projet, il va t'octroyer un certain délai. Alors, c'est 6 mois, 1 an, il revoit... Aujourd'hui, on est à 4 mois. Ouais. Le délai initial est de 4 mois. Voilà, et alors quand il t'octroie 1 mois ou 2, ça pue. Ouais, parce qu'en fait, on peut aller jusqu'à combien de temps ? Est-ce que c'est 1 an maximum, c'est ça ? Mais ça peut être renouvelé. Dans certains cas, ils peuvent donner 2 ans, c'est ça ? Alors oui, mais c'est dans des circonstances extrêmement... Et donc là, ça veut dire que pendant 2 ans, si un huissier toque à ta porte, tu lui dis, écoute mon grand... En fait, il bloque tout. C'est ça.
Attention que c'est uniquement pour les dettes sursitaires, c'est-à-dire les dettes avant l'ouverture. Oui, de la c'est ça, PRJ. oui, tout à Ouais, fait. bien sûr, oui. Mais donc, un client, j'ai une bêtise, par exemple, si je paye plus mon comptable, et non, je vais pas prendre le comptable, mais si je pourrais le prendre, et il dit, écoute, si tu me payes pas maintenant, je t'envoie le huissier, bah là, tu peux dire, bah écoute, envoie ta lettre à mon curateur, et on se reparle dans 1 an, c'est ça? Oui, pour tout ce qu'il y avait avant, mais du coup, garde quand même des liquidités pour le payer, pour qu'il te Oui. le suive, en tout cas, sur cette période-là. Et ce qui est très important aussi, c'est de te dire que, attention, dans tes créanciers, tout le monde ne va pas être payé de la même manière. Et donc, ce qui passera d'abord, c'est les frais de justice en cas de faillite. Et puis après, tu as tout ce qui est sûreté réelle, donc souvent les banques. Les banques, Ouais. Qui prennent quand même des hypothèques. Et puis après ça, tu as l'État qui passe d'office en priorité sur tout le monde pour la TVA, pour l'ONSS et compagnie. Et puis seulement après, tu auras les créanciers chirographaires. Et donc, par exemple, le comptable, tous tes fournisseurs vont y passer. Et puis s'il reste, par chance, incroyable ou miracle, quelque chose, eh bien, ce sera toi qui pourras récolter le fruit. Ok, mais les amis, vraiment, intéressez-vous à la PRJ. Si vous ne saviez pas que ça existe, ça peut vraiment vous aider. Mais c'est pas non plus, comme tu l'as dit, la solution miracle. C'est une bulle qui vous protège de vos huissiers, qui permet de faire redescendre la pression. Il faut avoir un vrai plan de relance de l'activité, etc. Il faut pouvoir l'argumenter, le prouver. Mais ça peut vraiment aider. Et il n'y a pas assez d'entrepreneurs, je pense, qui connaissent cette solution. L'autre intérêt aussi de la PRJ, dites-moi si je me trompe, et on va clôturer après le sujet là-dessus, c'est que c'est l'avocat que tu as mandaté qui va commencer à rentrer en négociation avec tes créanciers. C'est plus toi. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile de négocier, de discuter. On est d'accord que dans le cas de la PRJ, c'est l'avocat qui négocie avec les créanciers. Oui, tout à fait. Ok. Et donc ça, c'est aussi un vrai atout de la procédure. Bon, j'imagine que ça va coûter encore un peu plus cher, mais au moins, ça permet d'avoir un professionnel. Et souvent, d'avocat à avocat, l'entreprise en face est peut-être plus à même de discuter, de négocier, parce qu'ils savent très bien qu'à ce moment-là, s'ils ne négocient pas, ce sera l'aveu de faillite et tout le monde sera perdant. C'est juste ou pas ce que je dis? Effectivement, mais il y a certains créanciers avec qui c'est extrêmement difficile de Ouais. négocier. Sylvia en parlait, Ouais, l'ONSS, l'ONSS, c'est une horreur. Mais je constate personnellement qu'avec le SPF Finance, on sait quand même négocier pas mal. Et puis c'est vrai que quand il y a un avocat qui intervient, les créanciers sont un peu plus apaisés. Et aussi, tu te dis, ok, je vais peut-être revoir une partie, dire par exemple, je n'aurai que 75% du paiement de ma créance, mais tu préfères avoir 75% que rien du tout. Ouais. C'est ça que je comprends pas chez l'ONSS. Mais ils ont imposé leur jurisprudence. Je ne sais pas si tu es au courant, mais l'ONSS, quand l'ONSS fait partie des créanciers d'une PRJ, il faut payer 100% du montant en principal. Si le montant à 100% n'est pas payé, l'ONSS vote contre le plan. Ouais. Ouais. Et si une personne, il suffit d'une personne qui vote contre pour que. Non, il y a quand même une question de majorité Ok, qui rentre d'accord. en compte. Oui. Oui. Ouais. Ah, quand même. Donc Oui, ils ont oui. un pouvoir, Heureusement, mais. oui, ils n'ont pas le droit ok. de veto, non. Et Osni, pour me tourner un peu vers toi, parce que c'était un peu silencieux là ces dernières minutes, t'écoutes. J'apprends. Non mais. Il a peur des cartons rouges. mais Cindy, elle a t'es le là temps pour- facile. T'es là pour représenter aussi un peu les entrepreneurs. Et c'est Ouais. que dans un secteur quand même qui est quand même touché solidement par les faillites. Est-ce que tu as peut-être un témoignage à partager ou un truc que tu as vécu, que ce soit dans le cas d'une PRJ, d'une faillite, d'une négociation avec un créancier? Ouais, c'est un peu ce que autour de la table ce qu'on dit, c'est que la PRJ en fait, je vais un peu vulgariser la chose, c'est que c'est un stop. C'est que quand tu reçois, les entrepreneurs vont se comprendre très vite. Il y a un moment, tu reçois, quand tu es dans une situation difficile, tu reçois plein de courriers d'huissiers, fournisseurs, faut payer, on va venir saisir. Et en fait, la PRJ, à un moment, elle te met un stop. Elle te dit, tout le monde va se calmer. Il y a un temps, c'est le tribunal qui décidera ce qu'on va faire, et tu peux même épurer des dettes. C'est-à-dire que le tribunal peut même décidément, là tu me diras si je me trompe ou pas, le tribunal peut même dire, écoutez, cette dette-là, alors on supprime, mais c'est un gros coup de souffle. Et au niveau des négociations, quand tu as une SRL, encore une fois, on revient là-dessus, si tu n'as pas de contrat de... Comment est-ce que tu as dit ça quand tu es en lien direct avec la banque? Partie De solidaire, caution Ah oui, solidaire. caution solidaire. Quand tu n'as pas de caution solidaire, tu peux très bien négocier. Tu dis au curateur, enfin au créancier, écoutez, si vous voulez pas vous arranger, moi je suis de bonne foi, je veux bien payer. Si on fait un plan financier, on s'arrange sur quelques mois. Moi je suis de bonne foi, je veux continuer à m'activer. Vous voulez pas, tout le monde perdra. Moi je perdrai mon entreprise et vous aurez rien. Donc ça, voilà. Tu veux le résumé de l'entrepreneur qui subit ça, c'est ça. C'est comme ça qu'il le voit. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit la PRJ, ok, mais attention, ça laisse une trace. Cindy. Ça laisse une trace parce que c'est publié. Donc, quelque part, ça apparaîtra toujours dans ton historique au niveau de ta société. Maintenant, après, si c'est justifié par toute une série d'événements, comme on l'a dit, spécifiques, et que tu peux les expliquer, tu peux largement t'en relever. Donc, quand on dit que ça laisse une trace, donc durant, j'imagine,
la procédure, quand la procédure est terminée, clôturée, ça s'efface et c'est écrit nulle part, ou c'est aussi quelque chose que vous voyez, vous les banquiers? Vous voyez un historique? Vous voyez ça dans l'historique? C'est une excellente question. J'aime bien te piéger Ouais, de temps en temps, comme ça, Cédric. J'en ai pas la moindre. À mon avis, ça doit rester inscrit. Oui, en fait, c'est inscrit au moniteur belge, donc ça reste ad vitam aeternam. Hein. Oui, mais je suis pas. c'est dingue. Je pense en tout cas que vous allez quand même. De toute façon, les banques font les recherches là-dessus, de Oui, toute manière. Oui, mais moi je pensais vraiment, et c'est pour ça que je sais pourquoi maintenant on m'avait alerté là-dessus, c'est qu'ok, on te dit que c'est vrai que quand tu lances la procédure en réorganisation judiciaire, qu'on tape ton numéro de TVA au moniteur ou sur les sites qui référencent les datas, etc., il y a écrit en procédure. Et moi je pensais qu'à la fin, quand la procédure est terminée, ça s'efface et plus personne sait qu'à un moment donné dans mon parcours de société, il y a une PRJ. Et donc, typiquement, je sors de ma PRJ, je suis dans une bonne dynamique. Je me dis, mais non, je suis pas allé à la banque parce que j'ai quelque chose. Là, la banque va dire, écoute, mon coco, quand même, je vois que. Non, mais de toute façon, Davy, si tu es en situation de PRJ, c'est que tu as une difficulté de liquidité. Hein, tu es en cessation de paiement, en tout cas en partie. Donc, ça va se voir dans ton bilan. Donc, si tu viens quelques mois après ou quelques semaines après être sorti de ta PRJ, on va te demander tes bilans et on va voir que tu as eu un couac, qu'il y a eu quelque chose qui ne dépend peut-être pas de toi, hein, mais qu'à un moment donné, il y a eu une situation. Enfin, mais c'est vrai que tu moi, vas pas j'aime sortir des bien ce que magnifiques. je te titille un peu parce que, voilà, on a la chance d'avoir ici sur la table. Tu dis toujours la discussion. Et c'est vrai que on sent que c'est cette dynamique-là que tu veux insuffler. On rappelle, tu es directeur retail, donc je pense que tu es en connexion souvent avec les directeurs de toutes les agences. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que vous faites un focus là-dessus? Est-ce que vous essayez de transmettre cette réalité que vivent les indépendants pour que les directeurs d'agence, voire les banquiers, parce que le directeur, on le rencontre pas directement, mais des fois, je suis désolé, on se retrouve face à des banquiers qui n'ont pas cette empathie, qui n'ont pas ce truc, où c'est comme s'il y avait un formulaire devant eux avec des cases à cocher, et en fait, la discussion, oui, elle est sympa, mais au final, ils te blacklistent quand même. Non, alors, il faut avoir la discussion, il faut discuter avec les gens, mais non, il faut bien se rendre compte aussi que le métier du banquier, c'est de recycler l'épargne en crédit. Okay, et donc, nos épargnants, si on se plante sur tous les crédits qu'on fait, à un moment donné, on va avoir un problème avec nos épargnants parce qu'on ne saura plus leur rendre leur argent. Donc, il faut faire ça de manière raisonnable, mais il faut aussi écouter des histoires. On fait des crédits à des gens qui ont fait des faillites parce qu'il y a une histoire, parce qu'on comprend derrière. Après, on a aussi des gens qui viennent nous trouver à qui on dit non parce qu'ils ont fait une faillite et puis ils recommencent la même chose, ils refont une deuxième fois une faillite et ils se remettent pas eux en question, ils remettent pas en question leur business model. Ça sert à rien. Là, tu vas avoir face à toi un banquier qui coche des cases et qui va dire ça marchera pas. Ok. Mais donc, tu rassures quand même ceux qui nous regardent. Il y a quand même une possibilité de discuter. C'est pas ok. Mariam, t'as l'air un peu de douter un peu de tout ça. Ton expérience, c'est quoi? De mon expérience personnelle, c'est un peu compliqué de négocier avec les banques, je vais pas mentir. Moi, j'ai un exemple très concret en tête. Lorsqu'on fait faillite, tous les comptes bancaires sont bloqués. Quand on est face à un indépendant en personne physique qui fait faillite, son compte est bloqué. Il va où concrètement? Parce que sa banque initiale va dire non, moi je trouve plus un compte bancaire, au revoir. Mais par contre, il y a toute une série d'autres banques qui refusent aussi. Je pense notamment, je ne sais pas si je peux citer de nom, mais Belfus, ING, tout ça, ils refusent d'ouvrir des comptes bancaires aux personnes qui ont déjà fait des faillites. Avant, je recommandais Bpost, mais Bpost a été repris par BNP, donc impossible aussi. Donc aujourd'hui, quand une personne fait faillite, moi je conseille d'ouvrir un compte chez Revolut, mais ça complexifie trop les choses. Cédric, comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Parce que c'est vrai que quand tu fais une faillite en personne physique, on te prend tes comptes en banque. Oui. Mais dès le lendemain, si tu vas à la CAPAC, par exemple, pour les Bruxellois ou je sais pas dans quel syndicat, pour te mettre comme demandeur d'emploi, tu as besoin d'un compte en banque. Ou si tu demandes le chômage ou même, je sais pas moi, le CPS, tu as besoin d'un compte en banque. Sauf que derrière, quand tu veux faire une ouverture de banque directement sur votre site, puisqu'il y a de moins en moins d'agences ouvertes pour ça, et ben directement, tu as un warning à la fin qui dit non, veuillez contacter l'agence. Et puis quand tu appelles l'agence, elle te dit non, c'est compliqué. Et c'est la réalité, ça. Il y a des obligations. Hein. Il y a un type de compte qu'on est obligé d'ouvrir, qu'on ne peut pas refuser. C'est pas pour toutes les banques, c'est les grandes banques. Hein. Je ne vais pas citer ceux que tu as cités. Et il y a un service bancaire minimum de base qui doit être offert. Et donc ça, ils doivent le faire. Mais pourquoi, si vous êtes si vous êtes convaincu que les entrepreneurs, il faut les soutenir, que vous n'arrêtez pas de dire dans les médias, partout, que les entrepreneurs, c'est le poumon économique de la Belgique, etc. On fait une faillite qui est clean, on n'est pas des escrocs, on n'est pas en prison. Derrière, on doit réouvrir un compte. Et pourquoi le premier réflexe que vous avez, c'est de mettre des warnings, des procédures en place pour casser ça? Tu sais, on peut comparer le modèle anglo-saxon et le modèle européen.
Il y a des cas, et on peut en citer, des gens qui ont fait des faillites, qui ont redémarré, qui ont été successful après. Et puis, il y a une majorité de cas où, quand on recommence, ça ne marche pas plus qu'avant, quoi. Hein. Donc, je sais que c'est de l'expérience, on apprend des choses, mais il y a des gens qui ont une capacité à ne pas apprendre de leurs échecs. Et honnêtement, c'est quand même une partie importante. Après, je sais qu'il y a pas quand tout même... ça, il faut pas tout. Oui, tout le c'est monde ça. Et dans puis, le je pense qu'il y a panier. quand même une dynamique aussi qui est malgré tout quand même positive. C'est vrai que j'étais un peu titillé là de manière un peu. Non, mais vas-y. Mais voilà, c'est pour tous ceux qui nous regardent et qui ont vécu. Je pense que c'est important aussi d'être ambassadeur de ces gens-là. Mais moi, je me souviens d'une banque il y a 7-8 ans qui m'a payé pour que je vienne raconter mon parcours d'entrepreneur pour que justement les banquiers prennent conscience de la réalité de l'indépendant. Et c'est vrai que parfois, on est face à des gens qui sont dans leur bureau, qui savent pas ce que c'est vraiment. Parce que quand t'as pas vécu l'aventure, Osni, Non, tu on sais sait, pas. quand t'as pas vécu l'aventure entrepreneuriale, tu sais Tu peux pas lire autant de comprendre. livres que tu veux, autant de sais pas séminaires que tu comprendre, veux, ouais. tu comprendras pas. Et donc, mais donc voilà, en tout cas, maintenant que tu es dans l'émission, je sais que j'imagine que dans les banques, pas mal de tes banquiers te regardent Évidemment. et s'intéresseront peut-être un peu plus à tout ce qu'on raconte. Après, CBC, c'est pas maintenant pour dorer la pilule après t'avoir un peu taclé. Est reconnue quand même pour être une banque qui est, Très bonne banque. qui est une très Oui. bonne banque pour les Non, mais- entrepreneurs. oui, mais par contre, tu sais, dans tes discussions, quand tu es en PRJ, et je veux parler pour nous, Ouais. mais à mon avis, on est tous. Si tu veux négocier avec la banque la dette qui est présente, ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est vraiment compliqué. On n'est pas ouvert à ça. Bon, je vois le temps qui avance. Enfin, chez nous, 16h55, nous, c'est, je crois, presque 50 minutes. Gaston, on est à plus d'une heure d'émission. Donc, il faut. C'est énorme. Mais je vous ai dit, j'ai prévenu, cet épisode risquait d'être long. On va clôturer tout doucement, parce que certains doivent reprendre la route. Voilà. Une heure et demie de route, Donc, et pour moi, ouais. il faut que je vous parle d'un truc que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est le plan Fresh Restart, je pense. C'est l'opportunité pour des gens qui ont fait faillite de pouvoir voir toutes leurs dettes effacées et pouvoir se relancer. Et on n'en parle pas beaucoup de ça, mais ça existe et ça marche, Cindy. Oui, en gros, c'est ce qui avant c'était uniquement destiné finalement aux SRL ou aux sociétés, c'est-à-dire que on effaçait et en fait le dirigeant pouvait rouvrir une structure et cette opportunité-là, c'est ce que je t'expliquais en début d'émission avec l'image, c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel, c'est cette possibilité de pouvoir à un moment donné effacer les choses et repartir en disant voilà, on laisse tout ça de côté, on repart dans un point zéro et on se relance en gros. On peut le faire une fois dans son, je crois, c'est une fois dans son parcours qu'on peut demander ça, Cédric. Mais je me trompe, ça n'efface pas, ça va cristalliser à un moment donné l'actif et le passif. On va quand même. Tes dettes ne disparaissent pas d'un coup d'un seul. Ah si, moi, elles disparaissent. Pour moi, elles disparaissent. Je valide, oui, les dettes, les- elles disparaissent dans le sens où on accorde l'effacement des dettes à une C'est ça. personne. Ouais. Ça concerne uniquement les entreprises, personnes physiques, Oui. pas les Ouais. SRL, etc. On part du principe que les dettes sont effacées, effectivement. Ouais. Et Alors, et attention. Sans réalisation Ouais. d'actifs. Oui. Ouais. Alors, avec quand je vous dis qu'il fallait en parler dans alors, cette émission. si, avec réalisation d'actifs quand même, Ah. lié au niveau professionnel. Hein. Mais c'est pas parce qu'on ne réalise pas l'actif ou mal ou pas assez que la personne n'a pas droit à l'effacement C'est- des Attends, dettes. ça, les tout à amis, fait, attention, parce tout que à là, fait. vous parlez On est d'accord, dans oui, dans ça, on est votre d'accord. jargon, réalisation d'actifs. Moi, je comprends pas grand-chose. En tout cas, pour revenir effectivement au Ouais. recadre, le plan Fresh Restart, je pense que ça a été un truc qui a été mis en place en 2018, je crois. La Commission européenne a voulu vraiment faire en sorte qu'on puisse se relancer avec un effacement des dettes qui va jusqu'à même aussi les dettes privées. Hein. Donc, c'est pas que les dettes liées à ton activité en personne physique. Tu peux même inclure tes crédits, etc. Parce qu'ils considèrent que forcément, ton activité te permettait de payer les choses en privé aussi. Si tu ne savais plus les payer, Ouais. c'est parce que ton activité ne fonctionnait pas. Et donc, j'ai pu... alors, tu dis non. Alors, tu sais quoi, je peux le déclarer ici parce que voilà, moi, je l'ai fait. Osni, tu l'as dit en début d'émission, on est ensemble. Mhm. Je peux le dire avec transparence. Moi, j'ai fait aveu de faillite en personne physique suite au Covid. J'ai activé l'effacement des dettes. J'ai pu mettre tous mes crédits, même ceux que j'avais fait quand j'avais 18 ans, des crédits style pour ma voiture, quoi. Allez. Oui, mais parce Ah que tu as pu probablement lier tout ça à une activité professionnelle. Autrement, ce serait trop facile. Imagine, tu as un conjoint, vous achetez à deux la maison, et puis tu fais des dettes, etc. C'est bien les dettes qui sont liées à... Cindy, je te promets que Non, mes non, dettes, même en mes personne. crédits, Moi, mes je connais crédits, des gens, mes ouais. crédits Je dataient de mes 18 ans. Ouais, ouais, De mes 18 ans, j'avais fait une bêtise, j'avais mon premier contrat et je m'étais acheté une voiture. Ma boîte, je l'ai créée en 2000. Ma première boîte, je l'ai créée en 2024. Donc, je l'ai créée, je crois, 4-5 ans plus tard. Eh ben, j'ai pu mettre mes regroupements de crédits que j'avais faits, j'ai pu les intégrer dedans. Oui, mais par exemple, tu fais un crédit pour
Pour ton immeuble, je ne pense pas que la Peut-être banque que pour accepte. l'immeuble, pour Non, l'immeuble, tu j'imagine. perds l'immeuble, mais, Oui, mais, oui, mais tout le monde oui, fait dire la oui. consommation. Oui, on va ok. dire si tu dois Alors- des dettes à Engie ou je sais pas moi, tout ce que tu peux avoir Belgacom ou Proximus Ouais, ou c'est peu ça. importe, etc. Oui, mais c'est Tu quand fais un même aveu de lié. faillite personnelle, Ok. ils Oui, mais effacent c'est- tout. Ouais. J'ai un bête exemple. Imaginons, moi, aujourd'hui, je suis malade, j'accumule des frais médicaux. Demain, je fais faillite. Les frais médicaux tombent à l'eau. Donc voilà, ici, il y a certainement des exceptions, il y a certainement des choses qu'il faut préciser. Le message que je veux vraiment faire passer ici, c'est qu'il existe quelque chose pour les indépendants, personnes physiques, qui sont vraiment noyés, qui ont peur que leur vie est terminée, parce qu'on parle vraiment de ça. Mm. En tant que personne physique, l'impact il est encore plus grand. Plus grand qu'en Peur SRL. que il existe vraiment cette procédure qui permet, et je crois qu'on peut l'activer vraiment une fois, qui permet de tout effacer, de redémarrer, et vous allez voir en une fois sur MyMinFin tout disparaître. L'IPP que vous n'avez pas payé, il disparaît. Tout disparaît et vous pouvez vraiment redémarrer. Il y a un truc que j'ai découvert, c'est que si dans tes dettes, il y avait les cotisations sociales notamment, c'est qu'en fait après, si tu regardes sur MyPension ou mypension.be, tu te rends compte qu'en fait, ces dettes sont effacées, mais donc ça veut dire aussi que tu n'as pas cotisé. Et donc tu as intérêt, en parallèle de ça, à réussir plus tard ou à prendre une assurance ou je sais pas quoi pour avoir ta pension. Et on pense pas à ça et on C'est ne le dit intéressant, pas. je savais pas ça. On ne le dit pas, mais fais attention parce que si 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, tu regardes, putain, j'ai 1000 euros à ma pension. Alors que j'ai cotisé, alors que j'ai payé les charges Ouais. sociales. Ouais, t'as demandé l'effacement des dettes, c'est 10 ans de cotisations sociales qui ont été effacées. C'est dans le même cas que tes cotisations. Si tu fais faillite, ça veille surtout à les avoir bien payées. Payé, ouais. Et en Ça va être suivant personne physique. ouais. Ouais, Ouais, d'autant suivant plus personne. parce que si tu fais faillite, tu peux demander également des indemnités où tu te retrouves vraiment dans un cas où, économiquement parlant, tu n'es plus capable de produire. Un petit peu comme ce qui s'est passé dans la période Covid, eh bien, Ouais. tu peux demander des indemnités qu'on peut te verser. Et donc ça, c'est une protection que tu as également. Par rapport au plan, juste quand même pour préciser, si tu te plantes pour fraude, alors on peut se poser, hein, nous on l'a déjà fait parce qu'il y avait une fraude manifeste et donc on a refusé l'effacement des dettes, parce qu'il y avait une fraude claire. Quoi. Ouais, clairement. Mariam, par rapport à cet effacement des dettes, c'est important pour que les gens qui nous regardent comprennent bien. À quel moment ça intervient et qui donne l'autorisation ou pas de l'effacement des dettes ? Alors, l'effacement des dettes aujourd'hui est considéré comme étant automatique dans le sens où on n'a plus besoin de faire la demande au sein du tribunal. Mais attention, que c'est à la clôture de la faillite que le tribunal va décider si on octroie effectivement l'effacement des dettes ou pas. Avant cette clôture, on a très souvent le parquet qui intervient pour dire non, il y a eu des erreurs de gestion, des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite. Et à ce moment-là, il y a des requêtes en refus qui peuvent être déposées par le parquet, le curateur notamment et d'autres créanciers. Mais c'est donc bien au moment de la clôture que se décide si on a effectivement droit à l'effacement ou non. Ah, donc ça, c'est une nouveauté, parce qu'avant, il fallait le demander, tu avais un délai à partir du moment où... donc maintenant, c'est automatique, on demande l'effacement des dettes. Ah, intéressant, ça. Il vaut Ouais. mieux. Maintenant, Oui, oui, ça Mais facilite. oui, mais c'est... Voilà, c'est vraiment ok. cette évolution qu'on a Ouais. qui permet d'avoir moins de catastrophes. Ok, rapidement, quelques questions rapides pour terminer. On est d'accord que si on fait faillite en personne physique ou en personne morale, on peut, dès le lendemain, recréer une nouvelle boîte ? Oui. Ah, j'ai oui, Ah, moi, je et j'ai... comprends. Sous réserve du curateur qui Ouais. doit autoriser. Voilà. Je fais une faillite en personne morale, donc j'ai une société, je fais faillite, dès le lendemain, je peux recréer une boîte. Cindy ? Alors oui, comme Mariam l'a dit, avec autorisation du curateur. Alors il faut savoir qu'on a aussi parfois des cas de personnes qui ont fait faillite dans un secteur où ils avaient par exemple acheté du matériel, du stock, etc. Ils peuvent même s'arranger pour racheter ce matériel au curateur pour un prix donné et relancer une nouvelle boîte. En personne physique, je pense que c'était plus compliqué parce qu'en personne physique, c'est lié à ton numéro de registre national. C'est vrai que pendant tout un temps, il y avait certains secrétaires sociaux qui ne voulaient pas le recréer, alors que la loi, normalement, autorise de recréer. Est-ce que ça a évolué en 2026 ? Est-ce qu'on peut recréer en personne physique aussi une boîte ? Alors la difficulté quand on est en personne physique, c'est qu'on peut faire faillite, mais on garde le même numéro BCE. En fait, donc si on reprend une nouvelle activité, on reste fiché alors qu'on a une activité Ah, c'est totalement. pas un nouveau numéro on qui conserve le toujours- même numéro. Ouais, c'est vraiment lié à ta personne en fait. Ok, donc si tu fais faillite en personne physique, le seul moyen de recréer une activité, c'est en société alors à ce moment-là. Bah, c'est préférable probablement. Oui. Oui, on n'empêche pas du tout aux personnes physiques de recréer une nouvelle activité en personne physique, mais il y a toute une série Ok. d'obstacles. Je fais faillite en personne morale. Cédric, je me tourne vers toi. Pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser plein de questions. Je sais que vous avez plein de questions. Je vais terminer par ce que je vois ici sur ma prépa. Faillite en personne morale. Ouais. Est-ce que demain, voilà, moi je suis un particulier,
je retrouve un emploi, je suis plus indépendant, j'ai eu ma dose, et je veux faire un crédit pour une maison avec mon copain, avec ma copine. Là, la faillite, elle va pas intervenir. Non, pas du tout. Ok. Non, Ça pas du tout. Tu veux faire un crédit, c'est tes revenus qui comptent et donc Ok. ça n'a rien à Ok, voir. ça va. Il y a pas un truc. Non, ou bien, et ce que tu peux avoir, c'est avoir déjà des crédits en personne physique. Mhm. Tu fais faillite avec ta société. Alors, si c'est ta seule source de revenus, il va falloir qu'on discute, parce que tu ne sauras plus payer tes crédits. Et donc, à ce moment-là, il faut trouver des solutions. Si tu as d'autres sources de revenus, pas de problème, si tu sais continuer à payer. Peut-être juste une chose. Mhm. Si c'est ta seule source de revenus, que tu as un crédit, que tu as une maison, vends-la toi, n'attends pas que la banque la vende. Ah, alors ça c'est vrai qu'on peut se focaliser un peu là-dessus. Et après, j'irai vers toi aussi par rapport à ceux qui veulent se lancer dans l'Oreca. Il y a une petite stratégie qu'il faut absolument mettre en place qui peut être intéressante. Mais 2 secondes justement sur cette maison. Donc, ce que tu dis, c'est que si tu sens que tu vas être en difficulté et que tu n'auras pas d'autre choix que de revendre ta maison, N'attends pas fais-la que- toi, n'attends Mais, pas. si- Et si la pourquoi tu banque- dis ça? Mais parce que nous, le but, c'est de... On va pas attendre 6 mois qu'elle se vende bien au bon meilleur prix, prix, d'avoir ouais. le bon acquéreur, etc. Ça va être une vente publique et elle va partir 10, 15, 20% moins cher qu'une vente calme et simple. Et donc... Aïe, j'ai dit- Il y a Donc, il y a le carton Il jaune. est fâché aujourd'hui, Sydney. donc ne laisse pas la banque vendre ta maison. Si tu peux anticiper, voir les choses venir, vends-la toi-même. Ok. Tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça, hein. Cédric, je suis vraiment d'accord. Il y a juste cette période avant qu'on dépose faillite qui est La période suspecte, oui, la fameuse. voilà, Ok. où on a certaines personnes qui en fait vont commencer à revendre tout le matériel, leur voiture à bas prix à son cousin, sa femme, machin, enfin bon bref. Et donc en fait tout ça, ça rentre dans cette période suspecte. Et où de quelque combien de part- temps? 6 mois. 6 mois. 6 mois. Et donc attention par rapport à ça, parce que le curateur peut alors. Mais c'est le bien de la agir. société. Ici, je parlais du bien privé. Oui, c'est ça. Oui, le bien privé, on est tout à Bien fait d'accord. privé, y a pas- S'ils vont chercher dessus, Oui. parce qu'a priori, pas, mais. Voilà. Et aussi, un truc qui est intéressant aussi, c'est parfois on est en personne phisique, on fait un leasing ou un renting pour sa voiture, on rembourse la voiture parce que voilà. Faites le switch de contrat avant de faire l'aveu de faillite, parce qu'au moment où l'aveu de faillite est prononcé, le curateur va prendre la clé de votre voiture, et même si tu rembourses, même si après tu appelles VW et tu dis écoute, moi je vous rembourse, mettez-moi ce contrat en privé, ben en fait à partir du moment où l'aveu de faillite est prononcé, le curateur il contacte directement VW, Bien sûr. et VW récupère la voiture, hein. Même si tu as payé, même si tu dis écoute j'ai un contrat d'employé maintenant, je pourrais la payer, donc anticipez bien ça si vous avez une voiture et que vous voulez pas la perdre, hein. Oui, et quand il y a des descentes de faillite également, j'ai envie, planque ton Van Gogh, quoi. Ouais. Tu vois. Voilà, C'est ce que je il conseille fallait avec 1h30 ouais. d'émission pour qu'on ait les vrais bons plans, les gars. Non, mais ça veut dire aussi qu'il y a le curateur, le juge qui descend. Et alors, c'est pas ça, hein. Ils vont venir, ils vont essayer évidemment de récupérer tout ce qu'ils peuvent, surtout en personne physique. Et donc, ce qui est important par là, ça veut dire s'il y a vraiment des choses auxquelles tu tiens, c'est pas qu'il faut les planquer, mais je dis par exemple la petite gourmette de ta fille, enfin ils vont pas jusque là, mais attention à tout ça. Et alors n'oublions pas, le curateur il est là vraiment pour essayer de récupérer le maximum d'argent pour faire plaisir entre guillemets aux créanciers, en tout cas pour les aider à récupérer leurs dettes. Le juge il est vraiment là pour vérifier que le curateur fait bien son travail, pour vérifier que les intérêts de chacun sont respectés, mais il y a aussi un côté humain. En tout cas, j'espère. Parfois, c'est pas le cas. Malheureusement, certains curateurs sont vraiment des peaux de vache. Surtout qu'ils prennent une commission. Ils prennent pas Les une huissiers, commission. Ils sont payés en fait pour Ils leur sont payés travail. sur ce qu'ils récupèrent comme argent. Et ils sont payés en premier, il faut le savoir. Ben voilà, donc Mais- ça motive pas mal de... Donc Mais- côté humain, il n'est pas trop là chez eux. Mais alors, je sais d'expérience aussi que parfois, il y en a aussi qui sont humains, il y en a qui savent l'être, et les juges aussi savent l'être et savent un petit peu Non, ça les juge, lui. contrebalancer. Moi, je parle vraiment Ouais. les huissiers, parce que c'est son gagne-pain. Le gars, plus il va récolter, plus il va gagner. Oui, mais ça, c'est la même l'huissier. Oui. Mais je parle vraiment du curateur et du juge. Et alors, ce qui est important aussi, n'oubliez pas, vous pouvez négocier certaines choses Ouais. lorsqu'ils descendent. Si vous avez la voiture, parfois, on a des cas où c'est une vieille voiture qui vaut plus grand-chose, mais on n'a pas la capacité de racheter une autre voiture à côté. On peut proposer au curateur, voilà, je vous propose peut-être 500 €, mais je la récupère. Et souvent, le curateur est partie prenante et est d'accord. Ouais, et ne prenez pas les curateurs pour des cons parce que si tu leur dis que t'as rien acheté, mais qu'après ils scrutent les extraits de compte et qu'ils voient qu'il y a 2 ans, tu as acheté une grande TV, même si c'est en personne physique, ils le voient, quoi. Puisqu'ils vont vraiment voir les extraits de compte, hein, ils vont tout voir, hein. Et si tu tombes sur un curateur qui a décidé de
de se donner une mission de sauver l'État et de se battre contre le capitalisme. T'as des mecs qui sont vraiment qui sont là, ils jouent leur truc à fond, ils vont voir chaque ligne, chaque truc. Donc ne les prenez pas pour des cons, discutez. Et si vraiment ils sont durs, moi ce que j'ai pu faire à un moment donné, parce que j'étais tombé sur un curateur très compliqué, c'est que j'ai envoyé un message, un mail au juge. J'ai dit écoutez, il faut le calmer là, parce que là ça devient n'importe quoi. Et il l'a directement calmé. Et là en une fois, je reçois un petit mail. Si tu veux, je peux t'aider dans la relance de ton activité. C'est là le rôle du juge. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, faut pas hésiter. Faut pas hésiter à discuter. Et c'est pas parce que vous êtes en position de faiblesse qu'il faut vous rabaisser en fait. C'est un moment qui est dur, mais restez droit, fier de ce que vous avez fait et battez-vous jusqu'au bout. Et même si c'est dur et que le soir devant son miroir ou avec sa copine à côté, ça peut être très dur. Osni. Rapidement, la petite stratégie pour ceux qui sont dans l'Eureka. Dans l'Eureka, tout ce qui est business physique, en fait, ne lancez jamais, ne faites jamais, si vous avez plusieurs points de vente, un exemple, on va dire l'Eureka, tu lances ton premier resto, tu comptes en lancer un deuxième, même si tu lances pas le deuxième, crée toujours 2 sociétés. C'est-à-dire que tu crées la première qui va acheter, on va dire, le matériel sur lequel tu signes ton bail commercial, qui détiendra tout, on va dire, en gros. Et en fait, tu crées une deuxième société en parallèle. C'est tout à fait légal ce que je te dis. C'est ce que les grosses sociétés font, mais malheureusement, chez nous, les petites PME ne le font pas, parce que les comptables ne leur disent pas. Et tu crées une deuxième société qui sous-louera via la première société. C'est-à-dire qu'en fait, si demain, tu en ouvres 3-4 points de vente de ton même restaurant où tu as le même nom, si demain, il y en a un qui va mal, tu ne perds pas toute la structure. Ouais. Que si demain, tu crées une seule société et que tu mets tout dessus et que tu crées 4, 5, 6 points de vente, demain, il suffit que tu en aies un qui va pas bien et qui est un peu malade, qui tombe en faillite, on va chercher dans toute la structure principale. Alors, c'est vrai mais ça, c'est vraiment une construction qui est typique, notamment dans le secteur de la franchise. Alors, ce qu'on peut faire souvent aussi, c'est créer 2 structures en effet, mais par exemple une structure avec une société patrimoniale qui détient plutôt l'immeuble dans lequel on va exploiter. Ça permet évidemment de disperser les risques. Ouais, et puis si on ouvre des boutiques aussi, on peut juste simplement créer une structure par boutique. Ou comme ça, si on a une qui tombe. Mais cette logique-là, elle peut aussi marcher simplement. Tu crées un business, tu diversifies tes sources de revenus. Je dis une bêtise. Nous, typiquement, on est un média. Par exemple, je dis une bêtise. Non, on est un média. Ouais. Demain, on va avoir nos propres studios qui génèrent une activité événementielle, etc. On pourrait se dire, tiens, on va créer une boîte pour le média et on crée une boîte comme ça, si jamais il y en a une des deux qui tombe. Et ce qui est bien, c'est que même après, ta holding, on va dire la société qui est au-dessus, tu peux même lui reverser des redevances, vu que c'est la première société qui a investi, etc. et tout. Et puis donc, il y a plein de montages que tu peux faire qui peuvent être sympathiques, que le comptable t'explique pas ou que les gens ne vous expliquent pas. Oui, et alors surtout, quand tu le fais, tu vas voir un bon avocat qui va te construire ça picobello. Parce que y a tellement d'intervenants, d'interactions, etc. et de liens juridiques qu'il vaut mieux vraiment s'assurer que tout soit bien. Ouais, c'est d'office. Ouais. Bon, les amis, je pense qu'on va faire une partie 2 à un moment donné. Il y a tellement de choses à dire. Donc, je vais juste... j'aimerais bien qu'on termine juste par peut-être une petite note d'espoir, une petite phrase pour conclure tout ça. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. C'est très complexe. Il y a tellement d'exceptions aussi parfois qu'on ne pouvait pas tout voir dans cet épisode. Mais en tout cas, notre intention était de vous dire qu'il y a des solutions et que j'allais faire moi la conclusion, mais je préfère vous la laisser à vous. Cindy, si tu avais une conclusion à donner pour ceux qui nous regardent. C'est vraiment l'image que j'ai donnée. Il y a une lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire que c'est un très très mauvais moment à passer, entre guillemets. Attention au sac à dos, je disais justement avec les explosifs qui sont dedans. Les explosifs, c'est le compte courant, etc. Si vous avez une mauvaise gestion que vous avez eue, etc., ça vous retombera à un moment donné sur la caboche. Vous pourrez toujours faire. Et la lumière, elle sera difficile à atteindre. Mais dans les autres cas, il y a possibilité de voir mieux après. Est-ce qu'on peut dire aussi aux gens qui nous regardent de parler de leur situation autour d'eux? Parce que c'est quelque chose où on n'est pas fier, on n'ose pas en parler. Et comme on l'a dit un peu, l'image qu'on peut avoir... En partageant sa vulnérabilité, c'est jamais bon. Les gens veulent du succès, les gens veulent machin. Est-ce qu'on peut dire aux gens qu'ils doivent en parler Alors oui, ils doivent en parler, mais peut-être choisir les personnes à qui ils en parlent, parce que c'est important. À des professionnels déjà aussi, parce qui ont vécu ça régulièrement. Et alors surtout, il est important que tout l'entourage soit là pour appuyer. Le support familial, il est franchement pas à dénigrer, c'est important. Oui, c'est ça. Et c'est quand je dis communiquer, je pense aussi à ces conjoints, aux conjoints qui subissent ça
directement, de prendre le temps d'expliquer comment ça va se passer. Parce que parfois, on est avec un copain ou une copine qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a pas grandi dans une famille d'entrepreneurs. Ils vont pas comprendre ce qui se passe, prendre le temps d'expliquer aussi, d'impliquer les personnes qui nous sont proches, c'est hyper important aussi. Et ça vous aidera parce que le risque de perdre sa copine, le risque de perdre... on peut perdre beaucoup de choses si justement on s'enferme et on parle pas, on n'explique pas les choses. Cédric, si tu devais clôturer. Je l'ai dit, la faillite, c'est un tatouage, c'est quelque chose qui reste gravé, ça ne s'efface pas, mais il y a aussi de beaux tatouages et qui sont très agréables à porter. Et donc voilà, il y a des cas malheureux de gens qui, le business model était pas le bon, ou l'environnement a changé, et c'est dommage, et on se relance sur autre chose parce qu'on est entrepreneur dans l'âme. Et puis il y a des gens qui ne parviennent pas à se remettre en question, et ça, c'est dommage. Et peut-être juste une chose, la PRJ, moi je trouve que c'est bien, mais faut le faire à temps. Si tu le fais trop tard, ça sert plus à rien. Je le rappelle, ça fait partie aussi des règles du jeu. C'est l'aventure aussi. L'aventure, c'est d'un entrepreneur, c'est j'ai une idée, je donne tout, et parfois on réussit, parfois on se plante. Et quand on voit les gros entrepreneurs, ils ont tous fait faillite. Tous plantés. Et alors c'est vrai que quand tu as beaucoup d'argent, que tu as 100 entreprises, si on a 10 qui font faillite, il y en a 90 qui fonctionnent, on parle jamais des 10 qui fonctionnent pas. Mais je suis sûr que des Mark Cook, si on creuse, Mark Cook, une des personnes les plus riches de Belgique, je suis sûr que si on creuse, elle en a fait des faillites. Donc je pense qu'il faut relativiser un peu quand même, mais il faut prendre les choses aussi au sérieux. Faut pas juste dire maintenant, c'est bon, la faillite, on s'en fout, moi je suis un guerrier, yes I can. Non, faut prendre ça au sérieux. J'allais dire Mariam. Ça, je n'accepte pas. Mais je comprends. T'inquiète, moi j'ai eu Cécile aujourd'hui alors. Désolé. Le mot de la fin. Je mets un carton rouge. Ah, toi, tu te mets automatiquement carton rouge. Mariam, le mot de la fin. La faillite, c'est clairement pas quelque chose qui est facile à vivre, c'est quelque chose qu'on traverse. Mais voilà, si vous êtes en difficulté, appelez-moi. Voilà. Elle fait du business, notre Mariam. Voilà, il faut se promouvoir un peu. Moi, je dirais, pour les entrepreneurs dont je fais partie, sortez la tête du guidon. Le jour où vous tombez sur un début de faillite ou vous êtes confronté à une faillite, sortez la tête du guidon et dites-vous au final, il n'y a pas mort d'homme. C'est bon, elle est là, je vais me battre jusqu'au bout parce qu'au final, c'est une bataille que tu perds, mais pas la guerre, parce que la guerre, c'est la vie. La vie, elle est longue. Il y aura encore plein d'autres aventures. Donc, juste un moment, sortez la tête du guidon. Regardez ce que vous avez autour de vous. Vous avez une femme, des enfants, de la famille. Il y a des belles choses autour de vous. La faillite, c'est une chose qui peut-être arrivera ou peut-être n'arrivera pas. On ne sait jamais. Des fois, on tombe sur un juge qui est très conciliant et qui peut-être te relancera. Donc, moi, je veux cette touche d'espoir en disant... sortez la tête du guidon, ne pensez pas que c'est la fin du monde. C'est pas parce qu'on ne sera pas pestiféré si on fait faillite, comme tu as très bien dit. Au contraire, moi, demain, j'ai un gars qui se présente chez moi, qui veut s'associer avec moi ou qui veut bosser avec moi. Je préfère un gars qui a goûté à la faillite, qui va m'apporter peut-être plein de réponses sur le fait de ce qu'il faut pas faire et surtout peut-être de ce qu'il faut faire, qu'un gars qui va me sortir, moi j'ai tout réussi. Je prends un peu l'exemple des sports de combat. Tous les champions du monde en boxe ont déjà eu une défaite et c'est comme ça que c'est devenu peut-être les meilleurs champions au monde. Donc voilà. Et on compte sur toi aussi, c'est pour ça que tu es autour de ce plateau-là, pour écouter toutes ces réalités-là. Bien sûr. Toi, tu le vis aussi. Et pour transformer ça en idées, en lois, en mesures, en parler autour de tes copains de la majorité de la et même de l'opposition aussi, pour leur dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour les indépendants. Et qu'il faut arrêter de les voir. Mais là, je fais une petite touche. T'es rentré dans un sujet. Il y a un nouveau ministre de l'économie, Laurent Hublet, qui lui est entrepreneur. Et ça, moi, je dis. Et qui vient du monde entrepreneurial. Et ça fait plaisir de se dire qu'un ministre d'économie à Bruxelles, surtout dans la période dans laquelle on vit, vient de la société civile. Moi, je dis chapeau. Je l'ai rencontré en plus. Je lui fais un petit coucou en même temps. Et tu sens, quand tu discutes, parce que moi, je suis entrepreneur, je suis pas un homme politique, j'ai commencé en pays il y a pas longtemps, mais tu sens qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses et j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Il vient de la tech quand même beaucoup, des startups, j'espère qu'il se connectera aussi à la réalité de l'entrepreneuriat belge. Il veut. Des commerçants, des indépendants. Je te donne une info. J'aime bien les infos exclusives. Justement, c'est ce qu'ils visent. Ok, ben parfait. Voilà, comme magnifique. Ça tu sais. Et Éléonore Simonet, je crois que c'est avocate, ministre fédérale, et je pense qu'elle est avocate et que maintenant elle est ministre. Elle est aussi très connectée sur le terrain, elle met plein de choses en place. Donc voilà. Merci Cédric, c'était dense, non ? Merci. J'espère que ça vous a plu. Je vois la patronne qui est contente que ça se termine. Qui dit, allez, c'est bon. On fera une partie 2, les amis, mais la partie 2, elle se passe dès maintenant en commentaire de cette vidéo. On insiste vraiment, peut-être parfois pas assez, mais
Posez vos questions. On sait qu'on va pas au fond de tous les sujets. On est là, on discute comme des potes autour de la table. On part parfois, on fait du hors-piste, puis on revient. Mais donc, c'est à vous de nous dire aussi en commentaire les questions auxquelles on n'a pas répondu et on vous répondra vraiment avec grand plaisir. Merci Cédric, merci à CBC, merci à Maris, merci Cindy, merci Mariam. Ta première dans le rendez-vous des Indés. Osni, merci. On te retrouvera encore sur le plateau, évidemment. Merci à Probos, merci à Référence.be. Merci à Hub Brussels. Allez voir ce que ces partenaires font. Si on les a choisis, c'est parce qu'on sait qu'ils sont à vos côtés, qu'ils peuvent réellement vous aider. Donc allez voir. C'est pas juste des gens qui nous aident à produire tout ça. C'est des gens qui sont là pour vous d'abord et avant tout. Et c'est pour ça qu'ils nous soutiennent. C'est pas juste pour nos beaux yeux. C'est parce qu'ils veulent pouvoir plus facilement vous atteindre, vous accompagner et vous aider. Donc allez voir ce qu'ils font. On les choisit bien, nos partenaires. Ciao, ciao les amis et à très bientôt.